écoutez, après une petite digression du style alerte incendie, qui n'était pas prévue, eh bien, nous reprenons notre programme avec le docteur Angerville, qui apparemment n'est pas stressé. Et donc, voilà, je vous laisse la parole et un grand merci à vous. Merci à tous. Merci encore de l'invitation pour pouvoir échanger un peu entre nous aussi, même si la distance fait que, bon, ce n'est pas forcément optimal, mais c'est l'idée de pouvoir, avec les outils modernes qu'on a, de créer de l'interactivité. N'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Alors là, on va un petit peu prendre un nouveau tournant sur cette fin de journée. On va parler un petit peu plus comportement, parler un petit peu plus classification, où au final, on va ancrer un petit peu toutes les notions de physiologie que vous avez vues avec le professeur Nassila dans une réalité qui est la nôtre, qui est la vôtre aussi, et qui va nous solliciter en tant que personne, mais aussi en tant qu'enseignant. L'idée pour nous et pour vous aussi, c'est de pouvoir vous refaire une représentation un peu de ce qu'on considère comme étant stress, ce qu'on considère comme étant aussi stress physiologique ou pathologique, à quel moment on bascule vers la notion d'anxiété pathologique, et quelles sont les mesures qui existent à l'heure actuelle à notre disposition pour justement accompagner les individus qui sont justement exposés au stress. Alors c'est un petit peu le plan qu'on va suivre, et l'idée aussi en fin de présentation, c'est de présenter aussi, vous donner des aspects pratico-pratiques aussi dans votre pratique, en tant qu'enseignant, face à une salle de classe, comment gérer les événements qui peuvent être source de stress, mais aussi chez les élèves comme chez vous. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Autant que vous avez un psychiatre sous la main, si vous pouvez l'utiliser aussi sur le plan personnel, c'est pas mal. Alors, comme on disait, vous avez vu un petit peu ce matin, les événements qui sont liés au stress sont de plus en plus variés. Et actuellement, nous sommes en train de travailler énormément sur le CHU d'Amiens aussi, sur les événements qui seraient à l'origine du stress, parce que des fois, on parle un petit peu de manière assez vulgarisée de la notion de stress pour considérer cela comme étant une pathologie, mais vous l'avez vu ce matin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adaptatif et qui va solliciter tout un chacun. Alors, quels sont les événements? Là, j'ai listé les 5 grands événements, les situations qu'en France, en fait, qui seraient source de stress. D'accord? Une grande enquête a été faite pour montrer quels sont les éléments, des événements plutôt qui sont à l'origine du stress. Naturellement, le premier qui vient dans le listing, c'est la notion de surcharge de travail. Et au final, le facteur de stress professionnel le plus représentatif. C'est ce qu'on retrouve le plus. C'est quand on a l'impression que les dossiers s'accumulent, que le téléphone n'arrête pas de sonner, on court dans tous les sens. Et du coup, forcément, l'épanouissement personnel passe un petit peu en arrière-plan et on réalise que cette charge au travail au quotidien, et souvent on entendait travailler à tout ce qui est au rectorat, au travail dans les académies, ou l'éducation nationale de manière assez large, ça peut être source de stress aussi, j'imagine, pour tout un chacun. La crainte du licenciement aussi est un facteur qui semble ressortir de manière assez précise dans les études, la peur du licenciement. Et des fois aussi, dans un environnement donné, la notion d'effectifs mal évalués, de tâches mal distribuées, les heures supplémentaires de travail aussi, sont des facteurs qui vont aller jouer et engendrer du stress dans la population française. Il y a aussi la notion de difficulté relationnelle. Le deuxième élément qui est retrouvé, c'est le stress que génère l'interaction avec l'autre. Comme je vous disais, des fois on est terrorisé à s'exposer, devoir prendre la parole en public, de devoir prononcer un seul mot pendant un déjeuner ou à la machine à café, c'est quelque chose qui peut générer beaucoup de stress chez les sujets. Comme je vous disais, même devoir exprimer une demande précise ou interpeller un collègue ou des fois accepter les critiques aussi, ou les compliments, des fois, ça peut être aussi source de stress. Donc vous voyez quand même un panel assez large de situations interpersonnelles qui peuvent justement entraîner des facteurs de stress. Comme je vous disais, en gros, les origines de tout ça, c'est que des fois, on a une inadéquation entre nos attentes, un petit peu les craintes qu'on a, et l'émotion d'une situation, notamment d'une communication cohérente. Alors, comme je vous disais, le stress, au final, ça aboutit à quoi? En situation sociale, on bafouille. Dès qu'on ouvre la bouche, on a tendance à éviter les situations, on claque la porte, on essaie de se placer dans un coin pour ne pas être vu. Le troisième problème encore qui ressort comme étant un facteur de stress qui semble ressortir énormément, c'est les problèmes financiers.
hein, et le Covid n'a certainement pas arrangé les choses pour certains de nos concitoyens, parce que la notion de surendettement aussi, les crédits qu'on n'arrive pas à recouvrir, une mauvaise gestion budgétaire, tous ces paramètres qui vont être source de stress, hein, voire d'anxiété aussi. Et du coup, des fois, même une notion de culpabilité parce qu'on se dit, mais je suis incapable de pouvoir gérer la situation, je suis débordé, quelles seront les conséquences pour mes proches, pour moi-même aussi. Et tout ça peut des fois entraîner l'individu dans un isolement ou, à contrario, dans une forme de déni qui fait que les choses peuvent s'aggraver. Autre problème aussi qu'on retrouve, on a parlé d'étudiants tout à l'heure avec le professeur Nassila, c'est la notion des études. Les études sont une grosse cause de stress également, chez les jeunes, bien évidemment, les moins jeunes qui ont repris par exemple les études aussi, parce que l'entrée dans le niveau supérieur ou même le changement du collège au lycée, c'est un facteur de stress qui est important parce qu'on change d'environnement des fois et c'est des situations qui peuvent challenger les sujets, les élèves et les étudiants. Comme je vous dis, par exemple, la charge des cours aussi magistraux, le peu de temps imparti pour ingurgiter, tout à l'heure on parlait de devoir ingurgiter toutes les informations que vous avez eues sur cette journée, mais les étudiants, c'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours un renouvellement d'une nouvelle activité, ça peut solliciter énormément de stress auprès d'eux. Donc tout ça, le manque de sommeil, les troubles de mémorisation, la fatigue intellectuelle et physique, tout ça est une conséquence aussi également de tout ce contexte des études et notamment des études supérieures. La notion aussi de désir impérieux de ne pas décevoir, c'est quand même aussi un facteur qu'on retrouve beaucoup parce que aller faire des études, c'est être évalué, c'est être au regard aussi de ses proches, de sa famille. Et c'est des petites situations comme ça, quand il y a un échec notamment, qui va solliciter l'individu et des fois le placer dans une situation extrêmement stressante au quotidien. Et pour terminer, le 5e facteur qui est avancé dans une étude, c'est les enfants. Quand on a des enfants à la maison, c'est une source de stress également. Hein, parce que vous imaginez les devoirs, des fois les fièvres nocturnes, les cris, les disputes, les jouets qui traînent partout, les pleurs. Bon, ça fait un environnement sonore qui est pas forcément très apaisant et qui peut être à la source de stress assez important. Donc comme je vous disais, il y a aussi la notion de culpabilité récurrente si les enfants ne sont pas épanouis. Du coup, on se remet en question en tant qu'individu, en tant que parent. Hein, l'adolescence aussi, c'est un moment qui n'est pas facile à vivre en tant que parent, donc une source de stress aussi. Donc vous voyez, c'est les 5 grandes raisons qui ont été avancées dans cette étude en France, qui sont les événements qui sont à l'origine du stress. Alors comme on avait dit au début de cette journée, le stress, c'est quelque chose d'assez normal de physiologie quand on regarde un peu, parce qu'il y a une mobilisation biopsychophysiologique aussi salvatrice qui échappe à notre contrôle, à notre volonté. C'est instinctif, on ne maîtrise pas, on ne décide pas d'être stressé ou non. Hein, c'est un événement et une réaction en chaîne qui va se mettre en place. Parce qu'au final, tout le corps humain et l'esprit va se mettre en accord pour se mettre en position de défense. Parce que le stress, il existe parce qu'il y a un danger qui est identifié. Donc du coup, comment ça va se mettre en évidence? C'est une attitude tendue, hein, sens en éveil, l'excès aussi de sucre dans le sang, on aura une augmentation de la glycémie parce que le corps va justement solliciter de l'énergie et du coup, il y aura un excès de sucre dans le sang parce que les muscles en auront besoin. Et comme je vous disais, fuite de la masse sanguine aussi, de la périphérie vers les organes centraux. Parce qu'il est pragmatique, le corps humain est pragmatique et va solliciter toutes les forces en présence pour justement réaffecter, entre guillemets, les flux sanguins vers les zones qui en ont le plus besoin, c'est le cerveau et le cœur, hein, quand on a un danger identifié. Du coup, la tension artérielle va se mettre aussi en lien, un pouls beaucoup plus rapide, d'accord, du coup, parce que le corps va dire, je me prépare, au cas où, c'est l'instinct de survie, c'est le stress. Donc le stress est quelque chose de complètement physiologique et de normal. Et comme je disais, la fonction du stress, c'est une fonction adaptative. Hein, l'objectif est de mobiliser les ressources afin de nous préparer à affronter un danger, un changement important de l'environnement. Et en situation de stress, nos capacités physiques sont décuplées. Hein, je ne sais pas si vous êtes déjà... Souvent on disait qu'il y a un bon ou mauvais stress. Des fois le stress peut être nous conditionner à nous préparer à un événement important, un examen, un oral. Donc c'est comme quelque chose qui peut être utilisé et décupler nos capacités dans ces situations où on a l'impression d'être en difficulté des fois. Mais attention, des fois nos capacités intellectuelles peuvent être aussi diminuées dans ces contextes-là. On est plutôt sur quelque chose d'assez reptilien où on est sur un sentiment de défense, de fuite. Mais attention, les capacités intellectuelles peuvent être aussi diminuées dans ces situations. Alors comme je disais, l'apparition du stress,
c'est quand l'individu va en fait évaluer ses propres capacités et il va identifier cela comme étant, du moins il va identifier ses capacités comme étant assez suffisantes pour affronter justement le danger qui est identifié. Donc ce ne sont pas les événements qui stressent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. C'est une petite pensée philosophique comme ça que j'ai glissée pour se dire qu'au final, il y a aussi une marge de maîtrise de tout cela, mais des fois, on n'est pas totalement dans la maîtrise totale. Par exemple, la peur de l'avion, hein, c'est plutôt l'idée qu'on s'en fait, même si on dit qu'il y a quasiment très peu d'accidents en avion, mais au final, c'est l'idée qu'on s'en fait qui va compter et qui peut aussi générer le stress. Comme je vous disais, les situations qui vont entraîner le stress peuvent être dues à un agent physique, chimique ou émotionnel, agréable ou non. D'accord? Donc c'est aussi, on ne sait pas totalement dans des situations où c'est simplement désagréable, on peut être sollicité par ce qu'on va prendre, ce qu'on va ingurgiter, les substances par exemple, psychoactives, des choses comme ça qui peuvent venir modifier aussi l'état de stress. Donc la réaction à cette situation peut être biologique et psychologique, et nous on va beaucoup plus parler de la réaction psychologique derrière, comme vous avez vu ce matin la réaction biologique. Donc cette réaction, syndrome d'adaptation, est commune à tout facteur de sollicitation, et en même temps propre à chaque individu. C'est ce qui est particulier, c'est qu'on ne vit pas le stress de la même façon, d'un individu à un autre, d'une période de notre vie à une autre aussi, donc il y a une variabilité inter-individuelle aussi, et intra-individuelle, donc c'est quand même des paramètres c'est pour ça que la présentation d'aujourd'hui va vous permettre d'avoir un regard assez large pour pouvoir identifier de quelles sont les manifestations, hein, à la fois physiques et aussi psychiques, des angoisses et du stress précisément. Donc l'effet du stress, ce que je disais, à court terme, le stress, il est bénéfique, hein, puisqu'il mobilise toutes nos ressources en vue de l'attaque ou de la défense. Hein, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très primaire, mais qui est important. Ce bénéfice est à contraster sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on va parler de stress aussi aigu et de chronique. Et il va s'accompagner de manifestations physiologiques inhabituelles et gênantes pour l'individu qui va identifier. Et comme vous avez vu, des fois c'est très utile quand on est un bon stress et que je rencontre un ours en forêt, mais du coup, là il faut réagir, je suis stressé, il faut fuir. Et bien en fait c'est le même système, vous avez vu le neurobiologique aussi qui va être sollicité quand on est en retard au travail. Ça aussi c'est un facteur de stress qui va solliciter le système sympathique. Le danger aussi anticipé, par exemple la peur de l'avion ou la peur des attentats aussi, c'est aussi un facteur de stress qui est en train d'apparaître de plus en plus depuis les attentats de 2013. Donc les stresseurs peuvent être, comme je disais, des agressions physiologiques, situations où les compétences sont perçues comme inadaptées, souvent dans les relations interpersonnelles ou l'exposition sociale, les facteurs personnels aussi liés à la vie quotidienne. Et des fois, l'anxiété, tout simple, peut être vraiment une source de stress, et je vais vous expliquer tout à l'heure la différence. Et comme je disais, ça peut être externe, par exemple des blessures, une température aussi. On sait quand il fait beaucoup plus froid, la notion de stress est beaucoup plus aggravée. L'humidité, le bruit, les bruits du moteur anormal, des fois des sonneries intempestives qu'on peut rencontrer. Ou encore des facteurs aussi internes, par exemple la faim, la soif, fatigue, manque de sommeil. Ce sont des éléments qui peuvent engendrer aussi du stress, et qui peuvent être, qu'on considère clairement comme étant des agresseurs. Un autre facteur déclenchant aussi, c'est les situations où les compétences sont perçues comme inadaptées. C'est-à-dire les situations inattendues en vol, par exemple des perturbations où encore on a des mouvements en vol où on a très peur. Par exemple la pression temporelle, la surcharge de travail ou l'incompréhension, par exemple le vol ne correspond plus à ce qu'on attend. On s'était fait une image. Donc, c'est des situations qu'on n'attend pas. Et pour provoquer un stress, il n'y a pas mieux, c'est de devoir surprendre. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est une idée de surprendre l'individu. Ça permet facilement de déclencher un stress chez l'individu. On a aussi des facteurs personnels liés à la vie quotidienne. C'est important de pouvoir bien les identifier. Les changements, même volontaires des fois, dans le quotidien, peuvent provoquer un stress plus ou moins fort, qui va contribuer des fois au stress chronique aussi, par exemple un mariage, un divorce, des problèmes conjugaux, des naissances, décès, des maladies, aussi le travail et les finances, c'est ce qu'on a vu aussi parmi les différentes raisons évoquées par les Français dans l'étude que je vous ai présentée un petit peu en amont. Quand on parle de stress, on parle aussi dans une certaine mesure d'anxiété, parce que souvent il y a une continuité entre les deux, parce que cette anxiété va résulter de notre capacité à imaginer des risques à venir. L'anxiété est quelque chose de beaucoup plus anticipatoire que le stress, des fois. C'est-à-dire que, des fois, des changements de conditions de vie, déménagement, perte d'emploi et problèmes financiers, même si
qui sont aussi des éléments qui peuvent provoquer le stress, mais peuvent être aussi à l'origine de l'anxiété. Et on va voir qu'est-ce qui distingue les deux tout à l'heure. Alors, s'il faut présenter le stress sur le plan comportemental, alors on a parlé d'effets biphasiques tout à l'heure sur le plan neurobiologique, mais qui va aussi se mettre en place sur le plan comportemental, c'est-à-dire qu'on a une phase d'alarme, une première phase, celle qui va un petit peu être la phase qui va déclencher un petit peu le tout, une phase de résistance, c'est-à-dire que l'individu va essayer de contenir tout ça, mais à un moment donné, il va s'épuiser, et avec certaines manifestations qu'on va présenter. Alors la phase d'alarme, c'est quoi? C'est une phase initiale où apparaissent les premières réactions à l'agression. C'est-à-dire là, on a une poussée d'adrénaline qui est libérée dans le sang, qui prépare l'organisme à une action physique. D'accord? C'est quelque chose d'assez rapide qui se met en place, et du coup, comment le corps va s'adapter? C'est ce qu'on a vu, on va le répéter encore, mais on est dans la pédagogie, donc c'est l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la pression sanguine, une respiration courte et rapide qui va se mettre en place, une répartition aussi du sang dans l'organisme qui va être modifiée, c'est ce qu'on a vu, au final, le sang va être redirigé vers des zones où il y a une nécessité. Libération des réserves de sucre du foie et les fonctions non liées à la fuite ou l'attaque inhibée, c'est-à-dire que du coup on va avoir une diminution de la fonction digestive et la bouche sèche également. Donc on voit que cette phase d'alarme porte bien son nom. D'accord? Donc voilà, là on panique complètement dans ces situations. Une deuxième phase va prendre le relais, la phase de résistance. C'est-à-dire que le corps, bien adapté à l'agression, une seconde hormone, le cortisol, va prendre le relais après l'adrénaline, justement. Du coup, on aura une transformation rapide des graisses en sucre pour prolonger la mobilisation musculaire une fois que les réserves disponibles vont être épuisées. Donc, cette phase de résistance qui est la deuxième dans, justement, l'enchaînement de ces séquences. Donc, différentes conduites vont se mettre en place dans cette phase de résistance. Certains se préparent à affronter le stress, d'accord, et d'autres continuent à vivre comme s'il n'existait pas en faisant de la politique de l'autruche. D'accord. Après cette phase d'adrénaline, soit on ferme les yeux, ou soit on essaie de trouver des méthodes d'adaptation. Comme je vous disais, des fois, c'est des situations où on est en tension, on a du mal justement à pouvoir trouver des solutions, mais soit on met la tête sous l'eau, on met la tête comme l'autruche dans la terre, ou soit on essaie de trouver des solutions dans cette phase de résistance. Et à un moment donné, on s'épuise. Parce que lors de ces phases, le corps est débordé par le stress et s'épuise petit à petit. Et si les facteurs de stress persistent, les ressources de notre corps vont diminuer au fur et à mesure. Les toxines vont s'accumuler et l'organisme entre dans une phase d'épuisement qui peut aller jusqu'à la mort des fois. C'est quand même assez rare, heureusement. Et par exemple, pour un pilote, cette phase est très dangereuse car elle entraîne une conduite hasardeuse de vol. C'est une manière assez large pour vous dire qu'en gros, quand on arrive dans cette phase d'épuisement, on fait n'importe quoi. Et c'est ça, à ce moment-là, on bascule vers la pathologie et des expressions qui sont très différentes d'un individu à un autre, mais qui sont très impressionnantes des fois quand on analyse en clinique. Et là, on bascule des fois vers un stress qui devient chronique et qui aura beaucoup de répercussions sur le plan médical aussi. Et comme je vous disais, le stress aigu, vous l'avez bien identifié, c'est soudain, c'est brutal, de danger grave. C'est une réaction par rapport à un danger grave. Et des fois, les stress qui deviennent chroniques, c'est dû à une accumulation, une perduration ou d'une répétition de nuisances ou de conflits à laquelle le sujet ne peut échapper. D'accord, c'est très important. En fait, ce qui est à l'origine du stress initial va perdurer et garder les individus sous l'eau complètement, et qui va à ce moment-là user les capacités de résistance. Donc, les situations qu'on identifie sont des situations nuisibles, contraignantes ou désagréables de la vie courante, plus ou moins bien tolérées selon la personne et la personnalité du sujet. Comme je vous disais, certains peuvent être complètement stressés quand ils sont dans un avion, d'autres, ils sont très heureux. Un autre exemple, certains sont très à l'aise à devoir parler devant 200 personnes, d'autres vont être complètement tétanisés. Comme je disais, ces situations vont dépendre de la personnalité du sujet et aussi selon son état social dont il dispose. D'accord? Donc, on est vraiment dans une variabilité qui est importante. Alors, comment ça va se manifester sur le plan clinique? Parce que souvent, la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on a des individus qui sont stressés, mais des fois, ça ne transparaît pas. Certains vont dire, mais ça se passait très très bien, et l'autre va répondre, non, en fait, j'étais complètement tétanisé, ça se passait très mal. Vécu de l'intérieur, c'est pas la même chose. On a quand même des éléments cliniques pour nous aider à nous orienter quand même dans le temps et dans le soin. Par exemple, le stress chronique va se manifester comment? Par une hypersensibilité aux stimuli visuels et auditifs. Comme je vous disais, c'est des personnes qui ont besoin de s'isoler par moment parce que
Non, trop de bruit, trop de lumière, on ne supporte pas. Les maux de tête aussi, les céphalées, les vertiges, donc une manifestation plus ou moins neurologique, avec des bourdonnements d'oreilles, les troubles visuels aussi. D'accord? Donc ça c'est assez fréquent aussi. L'asthénie physique, intellectuelle et aussi sexuelle aussi ça peut être une source ou plutôt une expression du stress chronique. La perte d'appétit, hein, c'est des choses qu'on a expérimentées dans plus ou moins tous dans une certaine mesure. L'insomnie, surtout dans l'endormissement, on a du mal à s'endormir, on a du mal à trouver le sommeil. Les ruminations aussi, mentales, on pense à la même chose, ça tourne en boucle. Hein, l'événement qui nous stresse, on a du mal à nous sortir tout ça de la tête. Les ruminations aussi, comme je disais, donc mentales, ce que je disais. La perte de contrôle émotionnel aussi, ça c'est quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire qu'on devient très sensible, on a des crises de larmes, on ne comprend pas pourquoi on est autant à fleur de peau. D'accord ? Des fois, on a ce qu'on appelle l'abolie, c'est-à-dire qu'on a une perte d'intérêt aussi pour le travail, pour les loisirs, hein, l'impression d'un avenir bouché, mais ça peut être une manifestation du stress chronique. Et dans une moindre mesure aussi, l'irritabilité caractérielle avec des troubles relationnels qui vont envahir l'environnement de l'individu, mais ça encore, ça peut être une manifestation du stress chronique. Donc autant de symptômes pour dire un petit peu la même chose, qui expriment le stress de manière chronique, qui sont des tableaux cliniques. Il y a une petite échelle comme ça que je vous ai mise en biblio aussi à la fin, qui est une échelle clinique qu'on utilise des fois en pratique courante, qui est une échelle de stress de la vie courante, qui permet un petit peu d'évaluer, de s'auto-évaluer aussi, un peu sur à quel point le stress nous envahit, est présent et envahit notre sphère personnelle aussi. Donc vous voyez qu'on va analyser la mimique, l'expression faciale. On va regarder l'attitude de l'individu aussi, hein, est-ce qu'il y a une excitation, des gestes maladroits qui peuvent être aussi synonymes de stress. Le discours, est-ce que la voix est hachée, le débit est embrouillé, est-ce qu'il y a des lamentations, est-ce que l'individu est plutôt plaintif. Des fois, la relation médecin, dans le soin, c'est comme ça qu'on va analyser, recherche d'aide, de réassurance, quérulence pressante, dépendance aussi infantile. L'anxiété psychique, on va aller la chercher, est-ce qu'il y a une tension anxieuse, une tension psychique, des inquiétudes aussi. Une peur sans objet. Des fois, on regarde est-ce que l'individu a simplement peur sans rien. On regarde aussi les manifestations somatiques. Est-ce qu'il y a une boule dans la gorge? On a déjà tous expérimenté. Une striction thoracique, c'est une oppression thoracique. Hein, des palpitations, des spasmes digestifs. Hein, aussi le fait de devoir aller énormément faire pipi aussi, c'est aussi un signe de stress. Hein, l'hyperactivité neurovégétative aussi, le fait d'être plutôt pâle, ou plutôt à l'opposé, suer des gouttes, hein, comme on dit. La bouche sèche, bouffée vasomotrice aussi. C'est des éléments objectivables hein, qu'on arrive à analyser. Mais aussi l'hypersensibilité aux stimuli, c'est ce qu'on a évoqué. Donc vous voyez que c'est des éléments qui listent globalement hein, tout ce qu'on a abordé au préalable. Même chose, les douleurs, hein, les maux de tête, la tête lourde, les symptômes musculaires, les crampes, les courbatures, etc. etc. Je n'ai pas forcément le temps de tout détailler, mais on aboutit quand même à un score à la fin qui va orienter, plus il est élevé et plus l'intensité des symptômes de stress sont importants et plus c'est important de les prendre en charge. Alors, donc là on a présenté globalement tout ce que nous avons déjà plus ou moins expérimenté en termes de stress aigu ou des fois de stress chronique, quand l'événement est bien identifié. Hein. Rappelez-vous que le stress, c'est un événement et une réaction en chaîne avec la phase d'alarme, la phase de résistance et éventuellement une phase d'épuisement si ça se maintient trop dans le temps. Mais à un moment donné, on va basculer de l'autre côté de la barrière parce que ce stress peut vite hein, nous enfoncer dans quelque chose qui est beaucoup plus important avec un retentissement qui peut être très important, notamment sur les conséquences psychiatriques de ce stress. Parce qu'au final, le stress peut vite se pathologiser. Et comment on va, en pratique clinique de tous les jours, identifier, distinguer les différentes conséquences de ce stress? On va regarder l'intensité déjà de ce stress. Hein, on va regarder à quel point, avec l'échelle que je vous ai montrée au préalable, à quel point le stress il est important. On va analyser le retentissement. Est-ce que ce stress m'empêche de vivre? Est-ce qu'il m'empêche de fonctionner? Est-ce qu'il m'empêche d'aller travailler? Est-ce qu'il m'empêche de devoir interagir avec ceux que j'aime? Est-ce qu'il est invalidant du coup? Et la durée aussi. Hein, on ne reste pas stressé des semaines. Hein, on regarde vraiment la notion de temporalité, mais professeur Nassila, vous en avez parlé sur notamment la notion du stress post-traumatique. Hein, c'est pas le stress post-traumatique, c'est à partir d'1 mois. Donc vous voyez qu'il y a besoin d'une notion de temporalité qui est importante pour pouvoir distinguer à quel moment on bascule vers la pathologie. Et aussi la capacité qu'on a d'être
accessible à la réassurance. Ça veut dire que quand on est stressé, on a des fois des choses qui nous aident à pouvoir nous déstresser. Hein. On a tous des fois besoin de prendre l'air, de devoir aller écouter de la musique, se divertir. Mais des fois, quand le stress résiste à tout ça, ben à ce moment-là, on commence à s'inquiéter. Et comme je disais, quand le stress devient anxiété, là, on commence à s'inquiéter parce que, du coup, dans quelle situation on commence à parler d'anxiété? Ben, on parle d'anxiété quand le stress, au final, ne disparaît pas. Hein, malgré le fait que la situation était réglée. Par exemple, si vous vivez dans une situation qui est compliquée et que, malgré le fait qu'on vous change de situation, ça perdure, on commence à parler d'anxiété. L'anxiété aussi, elle va occasionner une détresse importante. Okay. Même chose, elle n'est pas forcément liée à un événement de vie. Quand on parle d'anxiété, et qu'on le distingue du stress, des fois c'est indépendant de toute situation qui serait justement à risque où on a l'impression d'être en danger. Elle préoccupe continuellement la personne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'arrête pas du matin jusqu'au soir. L'individu est est en prise complètement à tous les symptômes qu'on a présentés, mais de manière continuelle. Et elle empêche, comme je disais, la personne de fonctionner, d'agir normalement au travail, en société ou dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Donc là, on rentre dans quelque chose de pathologique et on commence à parler d'anxiété à ce moment-là. Et vous voyez que les symptômes d'anxiété, des fois, ont tendance à mimer un peu les facteurs de stress. Et là où c'est très difficile, des fois, en pratique clinique, de devoir distinguer les choses, indépendamment de tous les éléments que je vous ai évoqués au préalable, on voit qu'il y a, quand on liste un peu les choses, je ne vais pas redire les mêmes symptômes, mais vous voyez qu'au final, dans la liste qui est présentée, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au stress. C'est ce qui peut être un petit peu perturbant. Mais rappelez-vous que les critères que j'ai évoqués ici sont extrêmement importants parce qu'ils vont nous permettre de distinguer à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à un objet, on va parler de stress, et si ce n'est pas lié à un objet, est-ce que c'est de l'anxiété? D'accord? Donc vous voyez que, même chose, vertige, céphalée, paresthésie, on est vraiment sur la même lignée de symptômes, on va dire sur le plan somatique que le stress. Même chose sur le plan digestif, les difficultés de déglutition, les douleurs épigastriques. Mais rappelez-vous que dans l'anxiété, ça n'arrête pas du matin jusqu'au soir. D'accord? C'est ce qui va aussi distinguer juste une réaction physiologique de stress avec cet effet biphasique où l'individu se réadapte au fur et à mesure du temps. Et à ce moment-là, on a vraiment une modification de l'allostie, etc., sur le plan physiologique. D'accord? Sur le plan psychologique aussi, on voit que dans l'anxiété, il y a une appréhension, une anticipation aussi, en permanence, une inquiétude, une tension, une peur, une irritabilité. Ça ressemble au stress aussi. Mais rappelez-vous que l'individu vit en permanence avec ça. Et là, ça devient pathologique. Sur le plan comportemental aussi, vous voyez que l'individu peut à ce moment-là avoir différentes attitudes, soit s'inhiber, s'agiter, être maladroit, être dans la fuite, ou encore des fois être dans la compulsion. Et là, on parle des fois de troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire que l'individu, des fois face à cette anxiété qui le prend complètement à la gorge, peut des fois mettre en place des comportements qui paraissent totalement anodins. Mais par exemple, je sais que j'ai des patients qui souffrent d'anxiété chronique et pour pouvoir diminuer cette anxiété, ils vont répéter des gestes ou devoir, par exemple, pour se rassurer, ranger de la même façon leur bureau, devoir ranger chez eux de la même façon. Et si, à un moment donné, on va toucher à cette organisation, à ce moment-là, l'individu est complètement pris dans cette angoisse massive. Donc, vous voyez, des modifications comportementales assez impressionnantes et même des fois, des individus peuvent devenir agressifs. Il y a des individus, des enseignants aussi que j'ai déjà vus, qui vont réagir par rapport à quand ils sont stressés ou très angoissés, ou ils vont justement être sujets à l'anxiété, changer de comportement sur une durée donnée, devenir très très agressifs. D'accord? Donc c'est aussi une manifestation comportementale liée à l'anxiété. Et comme je vous disais, j'ai remis encore cette diapo-là pour vous rappeler que malgré le fait qu'on ait tous ces symptômes, ce qui va nous permettre de distinguer le stress de l'anxiété pathologique, c'est vraiment tous ces paramètres, l'intensité, le retentissement fonctionnel, le côté invalidant, la durée, l'accessibilité. Je répète beaucoup, mais c'est dans l'objectif d'être pédagogue avec vous. Alors, j'ai juste mis, pour discuter un petit peu avec vous, parce que souvent, les individus qui se présentent en situation, des fois dans les consultations, qui disent qu'ils sont stressés, ben des fois, c'est des individus qui sont des fois déjà plus loin que le stress, qui sont déjà dans la dépression.
À ce moment-là, comment, c'est de manière très simple qu'on arrive à distinguer les deux, entre le stress et la dépression, c'est que, au final, on a une humeur qui est triste dans la dépression. Quand on est stressé, on n'est pas forcément triste. On vit quelque chose d'intense sur le plan physiologique. Hein, on a le cœur qui s'accélère, on a la boule au ventre, on sent qu'on a du mal à respirer, ok, c'est le stress. Hein. Mais des fois, dans la dépression, ce qui est important, c'est cette humeur triste qui va nous aider un petit peu à savoir est-ce que l'individu est simplement stressé ou est-ce qu'il est déjà dans une dépression. Et il y a aussi la notion de douleur morale, c'est qu'on sent que l'individu a une souffrance qui est liée à autre chose que simplement un événement qui l'a stressé. Même chose encore, on sent que dans la dépression, une perte de l'estime de soi-même. Okay, c'est juste pour vous rappeler, même si le sujet n'est pas sur la dépression, mais c'est pour vous aider à relativiser par rapport à tout ça. Hein, une perte de l'élan vital aussi. Hein, quand on arrive à un désintérêt de la vie de tous les jours, quand on arrive à une perte de plaisir, etc., là, on commence à s'inquiéter. On n'est plus simplement dans le stress, on a peut-être déjà basculé vers une réelle dépression. Même chose, dans la dépression, on a un ralentissement de toutes les fonctions physiologiques. C'est-à-dire que les individus qui sont justement sujets à la dépression, ils seront ralentis. Hein, on sent qu'au niveau de la mimique, au niveau de la cognition aussi, c'est des individus qui vont être en souffrance, hein, qui ont du mal à devoir créer du lien avec les autres. Mais attention, ça n'arrange, ce qui des fois n'est pas arrangeant pour nous, c'est que, comme je vous disais, la dépression, il y a une phase aussi où il y a de l'anxiété. Ça, c'est indéniable. Et rappelez-vous, je vous ai présenté la dépression pour simplement vous rappeler, vous contextualiser le fait que des fois il y a le stress, oui, mais que ça peut être aussi une dépression. Et là, à ce moment-là, il faut aller consulter un spécialiste. Voilà, ça, je saute tous ces éléments-là pour arriver à ce petit tableau pour vous aider à distinguer dépression et stress. En gros, comment distinguer les deux? Comme je vous disais, la dépression, il y a de la tristesse dedans. Ça, c'est très simple, très basique, mais ça vous permet de vite distinguer les deux. Alors que dans le stress, on a plutôt une idée de mal-être et d'irritabilité. La notion de plaisir, l'anédonie aussi, dans la dépression, et l'intérêt, c'est que dans la dépression, une perte d'intérêt et de plaisir qui est massif. Alors que dans le stress, l'individu, des fois, arrive quand même à maintenir une activité, comme je vous disais, de l'intérêt pour certaines choses. La notion d'instinct de survie aussi, comme je vous disais, dans la dépression, est complètement annihilée. C'est-à-dire que l'individu n'a plus envie de vivre et au final est complètement sujet et passif dans ce qu'il subit. Et alors que dans le stress, c'est plutôt l'inverse, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus, et d'où le fait qu'il y a toute cette activation de l'axe aussi du stress et du cortisol. Les idées suicidaires sont présentes dans la dépression. Des fois, dans le stress, c'est possible qu'il y ait des idées suicidaires, parce que l'individu sujet à un stress trop intense, n'ayant pas de solution, des fois se dit « Comment je peux arrêter tout ça? Est-ce que mettre fin à mes jours est une solution? Peut-être. » Donc, sentiment de dévalorisation dans la dépression est très intrinsèque, c'est-à-dire qu'il se dit « je ne sers pas à grand-chose, je suis nul, c'est terrible ». Alors que dans le stress, on a plutôt l'impression que c'est l'extérieur qui va venir atteindre à l'estime qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire se dire que mon patron doit penser que je suis nul, c'est stressant, l'institution certainement doit penser que je suis incompétent. Donc ça, c'est un facteur. Dans le stress, c'est plutôt l'extérieur qui est considéré comme étant une menace. Les troubles du sommeil dans la dépression aussi, c'est plutôt à l'endormissement, hein, et beaucoup de réveils aussi, alors que quand dans le stress, c'est souvent des gens aussi qui ont un réveil matinal précoce, parce qu'en gros, on se réveille beaucoup plus tôt quand on est stressé, hein, sans tout autant avoir des difficultés pour s'endormir. Ok, donc juste un petit tableau pour vous aider à distinguer entre le stress et la dépression dans ces situations. Et comme je vous disais juste avant, quand on parlait d'anxiété, tout ça va se manifester à différents niveaux. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails avec vous sur le plan psychopathologique, c'est-à-dire le plan psychanalytique. Bon, je suis psychiatre, oui, mais l'idée pour vous, c'est pas forcément ce qui vous sera le plus utile. Mais en tout cas, c'est pour vous donner au moins une notion de base sur comment nous, on considère l'anxiété par rapport au stress. Comme je disais, l'anxiété est une émotion qui est physiologique, qui a un rôle adaptatif aussi, qui est une continuité du stress, mais qui va s'exprimer en dehors de tout objet. C'est-à-dire que le stress, on identifie une situation, on sait pourquoi on est stressé, alors que l'anxiété, on n'arrive pas à expliquer pourquoi tout ça se passe. On se dit, je suis juste très mal, j'expérimente des symptômes d'anxiété, j'ai la boule au ventre, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai des palpitations, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et là, à ce moment-là, on bascule vers l'anxiété et qui devient pathologique quand elle est vraiment trop intense ou inadaptée. Et différentes théories
entre guillemets, s'intriquer au fur et à mesure de l'évolution de la conception aussi des sciences et des neurosciences cognitives, c'est qu'au début, on considérait l'anxiété, du temps de Freud, comme étant quelque chose qui était un signal de la présence de danger dans l'inconscient. C'était des grands mots pour expliquer quelque chose des fois qu'on a réussi à authentifier par la suite avec l'arrivée des neurosciences, etc. Donc c'est un mécanisme de défense. En gros, j'étais angoissé, j'étais anxieux parce que il y a quelque chose que je refoulais ou encore j'avais du mal à pouvoir exprimer qui était dans mon inconscient. Mais au fur et à mesure, on a basculé tout ça sur un plan comportemental et nous a aidé à comprendre en gros que l'anxiété est une réponse émotionnelle qui est apprise, conditionnée des fois, comme le conditionnement pavlovien qu'on a vu avec la souris et le fait aussi que on avait tendance à envoyer une décharge électrique associée avec un signal sensitif. Mais du coup, c'est quelque chose qui était appris, déclenché par rapport à un stimuli environnemental. Du coup, au fur et à mesure, le comportement a conduit à réfléchir à la cognition, aux sciences cognitives, et à réaliser que c'est des individus qui ont un schéma de pensée. Et c'est là où on va expliquer la variabilité interindividuelle. C'est-à-dire que je serai stressé, je serai anxieux par rapport à mon schéma de pensée, par rapport à comment je vais réfléchir. Et dans certains cas, ces schémas de pensée peuvent être dysfonctionnels. Et comme je vous disais, ça, à ce moment-là, on est obligé de faire de la désensibilisation. C'est exposer les gens de manière progressive à ce qui peut déclencher, des fois, les situations qui peuvent déclencher cette angoisse. Et aussi, du coup, on arrive à ce que vous avez vu ce matin, c'est la troisième hypothèse, c'est justement le dysfonctionnement sur le plan neurobiologique que vous avez vu, modification de l'axe hypothalamo-hypophysaire et cortico-surrénalien avec le cortisol, la théorie du cortisol, et aussi la notion de l'activation adréno-sympathique, etc., etc. Et donc, vous voyez que toutes ces théories ne vont pas forcément s'opposer, mais vont s'intriquer. C'est-à-dire qu'on imagine que le rapport qu'on a au stress ou à l'angoisse est quelque chose qui est progressif, qui se met en place depuis la plus tendre enfance. Et du coup, avec cette exposition de l'individu, c'est les théories biopsychosociales actuelles qui sont énormément développées dans les neurosciences, vraiment dans la neurobiologie, c'est que on a un individu placé dans un contexte qui va s'adapter et du coup, toute la mécanique cérébrale qui est en train de maturer à un moment donné, qui va prendre en fait des connexions, qui va créer des connexions, bonnes ou mauvaises, mais qui vont s'exprimer à l'âge adulte sous forme d'anxiété, d'angoisse ou de rapport aux facteurs de stress qui vont justement déterminer cette variabilité qui fait qu'un individu aura peur de l'avion ou sera angoissé ou stressé par l'avion et un autre ne le sera pas. Okay, donc c'est l'interaction de tous ces mécanismes, de toutes ces hypothèses qui vont aboutir à un profil spécifique. Donc ça, je vais passer tout cela. Et au final, l'anxiété, quand elle est beaucoup trop importante, va aboutir justement à ce qu'on va appeler les troubles anxieux. Quand on parle de troubles anxieux, c'est un diagnostic qu'on pose et qui va se manifester de différents types. Vous avez parlé ce matin du syndrome post-traumatique avec professeur Nassila, en début d'après-midi plutôt, qui est une forme aussi pathologique d'expression d'un stress aigu, au final. Mais ce trouble anxieux peut se manifester par des phobies. C'est quoi une phobie? Une phobie, c'est, en gros, c'est une peur intense, un stress intense qu'on ressent aussi face à quelque chose un danger extérieur. Ça peut être la peur de la hauteur, la peur des avions, la peur de certains animaux comme les reptiles, peur des serpents, peur des fois de choses très anodines, c'est des araignées. Ok, donc c'est les phobies. Tout ça détermine les phobies. Et vous voyez qu'ils sont des manifestations, peut-être pas directement de ce stress, mais en tout cas de cette angoisse, de cette anxiété qui découle d'une situation. Les troubles paniques aussi, c'est le fait d'avoir justement des attaques de panique à répétition, ou simplement une anxiété latente qu'on va appeler le trouble anxieux généralisé qui est le TAG, le TAG. D'accord? Donc, différentes manifestations d'un stress aigu ou d'une angoisse qui va perdurer au fur et à mesure et qui vont justement se découler des fois en pathologie quand l'individu est complètement dépassé et que toute la machinerie cellulaire hormonale est complètement dépassée. À ce moment-là, on bascule vers ce type de pathologie que je vous ai évoqué ici. Et comme je vous disais, là, un petit tableau aussi quand même pour nous aider à nous repérer, se dire mais comment à ce moment-là distinguer cette anxiété qui est des fois pathologique d'un simple stress? Ben voilà, l'anxiété, on se dit c'était quand? Ben on a l'impression d'être, chez les patients qui sont anxieux, ils ont l'impression qu'ils ont toujours été anxieux. Pardon, excusez-moi,
indépendamment d'un objet, alors que le stress est événementiel. On sait qu'un événement entraîne ce stress. Dans l'anxiété, le discours, on est plutôt sur de l'incertitude ou la crainte de l'échec. Et le stress, on est plutôt sur quelque chose où on est impuissant, où on est des fois même en colère par rapport à tout ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans le discours des patients ou des sujets qui sont sujets assez différentes pathologies ou aussi par rapport au stress. La sensation et l'angoisse aussi, c'est comment ça se manifeste. C'est localisé, temporaire dans l'anxiété, des fois. Et le stress, on a l'impression que c'est diffus, mais qui fluctue comme ça un petit peu dans le temps aussi. Les émotions, on est à fleur de peau dans l'anxiété. Le stress, à un moment donné, on est épuisé sur le plan émotionnel, irritable. Alexithymie, ça veut dire quoi l'alexithymie? C'est l'incapacité qu'on a de pouvoir réfléchir sur ses propres émotions. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir, à identifier, de se dire, mais quand on est dans ces phases de stress, on est tellement sujet et concentré sur les manifestations somatiques, les palpitations, les céphalées, l'irritabilité, etc., qu'on a du mal à pouvoir distinguer à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. On est tellement pris dans ce stress qu'on n'arrive plus à identifier les émotions. Dans l'affirmation de soi, ceux qui sont anxieux sont plutôt passifs, d'accord? Une phobie sociale. Le stress aussi, on peut être passif, mais plutôt passif-agressif. Quand on analyse aussi la sphère cognitive, dans l'anxiété, on a souvent une atteinte de la concentration avec des troubles de mémoire. Et le stress, c'est plutôt mémoire immédiate, concentration, des troubles de mémoire aussi qu'on peut retrouver. Dans le sommeil, c'est ce que je vous disais, on a plutôt une anxiété. Dans l'anxiété, on a plutôt des troubles de sommeil de type difficulté d'endormissement, alors que dans le stress, c'est plutôt on se réveille beaucoup plus tôt. D'accord? Donc on a des éléments cliniques qui nous aident à distinguer quand même les deux au fur et à mesure. Alors les conséquences du stress, quand on revient un petit peu à la genèse, donc je vous ai montré globalement comment le stress pouvait se décliner après sous forme pathologique, avec l'anxiété et après vraiment des troubles anxieux dans un second temps. Mais quand on remonte un petit peu la genèse, il y a une manifestation physiologique aussi du stress. Et à quel moment on bascule dans quelque chose aussi de pathologique? C'est quand on a des conséquences sur le plan cardiovasculaire aussi. Parce que vous avez bien identifié qu'en situation de stress, on a une augmentation du rythme et de la pression cardiaque. Mais du coup, comment tout ça va se pathologiser? C'est que, au final, on peut aboutir à des vraies pathologies cardiovasculaires de type infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral aussi, parce que le fait que la machinerie cardiovasculaire sous-jacente se met en éveil pour parer justement une éventuelle attaque, du coup, ce stress qui va se chroniciser va entraîner justement des pathologies cardiovasculaires dans un second temps. Autre problème qu'on peut avoir aussi face à ce stress qui va se pathologiser, c'est qu'on peut avoir des problèmes de peau. C'est-à-dire que le stress va faire qu'il y ait une redirection aussi du sang vers les muscles, comme je vous avais dit, toujours sur ce même principe. Mais du coup, l'épiderme sera moins irrigué, moins nourri, et aura tendance soit à rougir ou à pâlir des fois dans certaines situations. Et aussi, du coup, on a tendance à dire quand on est stressé, on a plus de rides, et on vieillit un petit peu plus vite, etc. C'est simplement dû aussi à une redirection de l'afflux sanguin vers les zones qui sont plus sollicitées, c'est-à-dire le cœur et le cerveau. Autre chose, alors c'était une question ce matin sur la notion d'apparition de pathologies auto-immunes, etc. Simplement, il faut se dire que quand le corps humain est hyper sollicité sur un danger extérieur et qu'il y a justement ce redéploiement de la machinerie de défense, c'est-à-dire le système immunitaire, le système cardiovasculaire vers des zones où c'est hyper sollicité, du coup le système immunitaire ne sera malheureusement plus assez efficace pour pouvoir parer aux autres attaques qui sont latentes. Et quand on parle attaque, les maladies auto-immunes, comme disait en fait le professeur Nassila pour préciser bien sa pensée, c'est que quand on a une pathologie auto-immune comme le psoriasis, en fait c'est quelque chose qui est toujours latent. Et au final, il va s'exprimer en fonction justement des capacités de contenance du système immunitaire de l'individu. Mais quand le système immunitaire est malheureusement sollicité par quelque chose de stressant, du coup, les pathologies auto-immunes ont le champ libre pour pouvoir s'exprimer. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, qu'on a des résurgences de ce type de pathologie comme le psoriasis et les urticaires, et l'acné aussi, qu'on voit à ce moment-là dans ces phases de stress se réexprimer. De manière caricaturale, c'est aussi simple que ça, on a un redéploiement de tout ce système d'adaptation au stress sur des situations externes et du coup,
hein, on a des soucis qui s'expriment comme ça. Même phénomène, problème capillaire, on souvent décrit chez ces individus des pertes de cheveux assez importantes quand ils sont angoissés parce que simplement on a un redéploiement de toute la machinerie cardiovasculaire vers ces zones qui sont importantes et au détriment malheureusement des zones périphériques. Et du coup, hein, on réalise qu'il y a un ralentissement de la croissance des cheveux, voire une chute des cheveux. Et voilà, vous voyez qu'on a exemple, le cuir chevelu aussi est plus sensible, hein, touché, il peut démanger, être douloureux, encore desquamer, c'est-à-dire qu'on a vraiment une perte au niveau de l'épiderme et provoquer l'apparition de pellicules en conséquence du stress aussi. D'accord? Donc, c'est les manifestations qui sont objectivées chez les individus qui sont exposés au stress. Problème digestif aussi, on observe le même processus sur le plan digestif, le même phénomène. Hein, comme je vous disais, trop occupé à contrer le danger transmis par le stress, ben le transit va ralentir, il y aura une dérégulation de l'activité intestinale, et du coup, on va moins bien assimiler la nourriture au final. Et qu'est-ce que ça donne quoi? Ballonnement, brûlure d'estomac, remontée d'acide, des ulcères, le fameux syndrome du côlon irritable que certains patients stressés ou angoissés expriment, constipation, diarrhée, indigestion. Bref, comme on dit, ce n'est pas rien que le stress, pour rien que le stress fait mal au ventre. D'accord? Donc c'est encore une conséquence de tout ça. Pour revenir au système immunitaire, justement, qui est extrêmement affaibli dans ces phases de stress, en temps normal, notre organisme dispose de ressources nécessaires pour contrer les virus et les agressions. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, c'est l'immunité qui est acquise. Des fois, une immunité aussi qui s'est adaptée au fur et à mesure, par exemple avec les vaccins. Mais en cas de stress, la menace immédiate est gérée par le système de défense. Donc du coup, on est davantage dans ces moments-là exposé ou vulnérable aux nouvelles infections, en plus de réveiller des fois celles qui sont déjà latentes. Et ce que je vous exprimais auparavant. D'accord? Donc, comme je vous disais, on voit même aussi réapparaître des nouvelles allergies qui étaient juste latentes. Hein, des fois, on a l'impression, habituellement, on dit, mais j'ai jamais été allergique à ça dans l'enfance. Pourquoi c'est maintenant que ça arrive? Et des fois, les facteurs de stress font qu'il y a une modification encore des défenses immunitaires qui vont se concentrer sur gérer le facteur de stress, et notamment via les lymphocytes T, et du coup, les allergies, malheureusement, peuvent aussi se déclencher, malgré le fait qu'on ait un âge déjà avancé. La prise de poids aussi, c'est un signe de stress. Hein, souvent, on peut le retrouver parce que à la fois, on veut stimuler les circuits de la récompense en se faisant plaisir, en prenant quelque chose d'agréable, mais aussi, où il faut faire attention, c'est que le cortisol joue aussi énormément un rôle dans la prise de poids, un redéploiement un petit peu, la modification des stocks aussi des graisses, parce que du coup, le cortisol, il dit, attention, il envoie un signal à notre cerveau pour dire, il y a un signal de faim, et lorsque notre organisme a généralement besoin de nourriture pour se remettre d'une agression aussi. D'accord? C'est vraiment tout un système qui va se mettre au tempo, de manière inadaptée certes, mais de manière assez cohérente. Problème de sommeil, ça, on est tous au clair là-dessus sur la présence de sommeil qui est due à la fois aux ruminations, hein, comme je vous disais, la fatigue aussi assez importante, mais le système nerveux sympathique nous donne aussi du fil à retordre, est-ce que j'ai marqué, il refuse de se mettre en veille. C'est ça le gros problème parce qu'il se dit, il faut que je reste vigilant, le danger n'est pas encore éliminé, il est encore présent, du coup, il faut rester en éveil, et du coup, difficile pour ces individus d'avoir un sommeil de bonne qualité. La perte de mémoire aussi, assez importante, qui se fait via un rationnel tout bête, c'est que le cortisol, comme il a été certainement évoqué par professeur Nassila, va venir détruire les cellules nerveuses de la zone du cerveau qui est impliquée, notamment l'hippocampe. D'accord? Donc le cortisol, malheureusement, va jouer là-dessus et empêcher justement la mémorisation de certaines choses, et qu'on le voit souvent dans le syndrome de stress post-traumatique, une altération malheureusement au niveau de l'hippocampe et du stockage du souvenir traumatique. Donc, comme je disais, cela explique pourquoi des fois l'attention, parce que la mémoire est un lien aussi la concentration, et le manque de jugement nous font aussi défaut quand nous sommes au bord de la crise de nerfs. D'accord? Donc, des modifications cognitives assez importantes, notamment au niveau de la mémoire, qui peuvent vraiment jouer sur le stress. Mais diminution aussi de la libido. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien objectivé avec un ralentissement des hormones sexuelles qui est impliqué dans le processus de la libido. Donc, diminution du désir aussi. Souvent, dans l'accompagnement qu'on fait des individus qui sont dans le désir de grossesse, par exemple, qui sont en difficulté, c'est on essaie d'éliminer tous les facteurs de stress extérieurs. Première chose à faire.
Le système reproductif aussi, notamment chez la femme, qui va aussi être modifié par justement une influence sur les symptômes liés aux menstruations. On sait que du coup, quand on est plus stressé, on a des règles qui sont beaucoup plus douloureuses ou aussi un cycle qui est irrégulier, notamment lors de la ménopause où on a des bouffées de chaleur qui sont beaucoup plus importantes. Chez l'homme, souvent, c'est des problèmes d'érection et aussi des problèmes au niveau de la fertilité et de la production de spermatozoïdes. Donc vous voyez que le stress, malheureusement, va venir moduler tous ces aspects. Alors comment on va prendre en charge concrètement quand on bascule notamment vers une anxiété trop importante ou un stress trop important qui va se pathologiser? Alors, une des premières choses à comprendre, c'est que quand le stress dépasse justement les capacités d'adaptation d'un individu et qui bascule justement vers une vraie pathologie, à ce moment-là, comme je vous avais dit, il faut consulter quand on bascule vers une vraie anxiété parce qu'il y a des traitements qui sont mis en place par le médecin traitant ou le psychiatre avec un traitement de fond qui est important, c'est des choses qui se traitent sur le long cours, avec une psychoéducation et aussi une prise en charge sur le plan psychothérapeutique. Mais on a quand même des règles de base pour pouvoir à la fois gérer son stress et gérer aussi une anxiété généralisée. C'est qu'on va aller jouer sur l'hygiène de vie de l'individu. Hein, et c'est des règles qu'on peut adapter tout un chacun, même à la maison. Quelles sont ces règles? C'est l'arrêt des excitants. Ça paraît tout bête, mais on a bien montré, on a des belles études qui montrent que justement la consommation de café, de tabac et d'alcool et d'autres toxiques sont beaucoup plus à risque malheureusement de stress et aussi de troubles anxieux. Un bon équilibre alimentaire, des repas équilibrés, à des heures fixes, hein, en termes de quantité aussi pas trop importante. Des règles diététiques de sommeil, aller dormir à la même heure, ne pas aller se coucher trop tard, etc. Essayer d'éliminer les écrans avant d'aller dormir. C'est des facteurs tout bêtes mais qui jouent aussi. Pratiquer une activité physique régulière aussi. Ça permet toujours. C'est des règles qu'on répète souvent, mais qui ont tendance à ne pas être forcément appliquées dans la gestion du stress. Les techniques de relaxation, on va en parler juste après tout à l'heure, aussi pour justement venir moduler de manière extérieure tout le système neurovégétatif sous-jacent lié au stress. Les informations aussi liées aux médicaments, parce que comme je disais, il y a des traitements qu'on peut mettre aussi quand il y a un stress trop important ou une anxiété, notamment via les anxiolytiques, hein, qui peuvent jouer là-dessus, et aussi la notion d'information sur le risque de dépendance. Parce que les traitements qu'on met dans le stress, qu'on met dans les angoisses, sont des traitements qui rendent dépendants. D'accord? Ça, c'est un facteur extrêmement important à se rappeler, notamment les benzodiazépines, qui sont ce qu'on appelle des agonistes GABAergiques via les récepteurs GABA, hein, qui viennent inhiber le système nerveux central. Malheureusement, c'est des traitements qui sont impliqués dans des addictions. Et aussi, comme je disais, la psychothérapie, bien évidemment, sur les thérapies cognitivo-comportementales, on va venir modifier le comportement de l'individu parce que, au final, le stress, malgré toute la machinerie hormonale sous-jacente et neurobiologique, on n'a pas de recette magique, on est obligé d'apprendre à l'individu à modifier son comportement. Donc, du coup, comme je disais, qui vont aider à l'individu justement de modifier son comportement. Donc, on aura une action externe. Souvent, ce que je dis dans les psychothérapies, c'est que la psychothérapie, c'est une façon non médicamenteuse de venir modifier les connexions neuronales. En gros, l'apprentissage de nouveaux comportements va permettre à l'individu de créer de nouvelles connexions, de trouver des systèmes de déviation sur le plan neuronal pour solliciter des réseaux qui n'étaient pas forcément sollicités au préalable. Et du coup, avec la psychothérapie, on va apprendre à l'individu à adopter un nouveau type de comportement. Et maintenant, avec des thérapies qui sont extrêmement bien codifiées et protocolisées, qui sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des mesures pour apprendre à gérer le stress aussi par des mesures externes. Donc, vous voyez que la psychiatrie a beaucoup évolué depuis un certain nombre d'années. Donc, le traitement pharmacologique dans le cas de cette anxiété chronique qui est pathologique à ce moment-là, bon, on a des traitements médicamenteux au long cours. Comme vous voyez, nos critères, c'est vraiment quand il y a des formes sévères, invalidantes, et comme je vous disais, et lorsque les mesures, par exemple comme la relaxation, les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes. D'accord? Quand on a essayé avec l'individu de modifier ses habitudes alimentaires, de modifier
sa façon de consommer, sur le plan gynédiététique. Si c'est toujours résistant, à ce moment-là, on met en place un traitement pharmacologique de fond, ok, et qui est basé sur des antidépresseurs. Alors c'est vrai que le nom porte à confusion chez les patients, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est des traitements qui vont agir sur la sérotonine. Parce qu'on sait que dans l'amygdale, les circuits qui sont extrêmement sollicités, c'est les circuits qui vont sérotoninergiques, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la sérotonine, qui sont, comme par hasard, les molécules qui sont modulées par les antidépresseurs. Donc, c'est le credo qui a été pris par les neuroscientifiques aussi, c'est que les troubles anxieux répondent aux antidépresseurs. C'est vrai que les noms portent à confusion, mais on est en train de modifier sur le plan européen les classifications des psychotropes pour arriver à quelque chose de beaucoup plus neurobiologique, c'est-à-dire qu'à savoir se dire que on va agir sur le système sérotoninergique, donc on va appeler ça un traitement sérotoninergique. S'il s'agit sur la dopamine, c'est un traitement dopaminergique, alors qu'avant on travaillait sur les indications des traitements. Sauf que l'avancée des neurosciences fait qu'on a une compréhension beaucoup plus intégrative de tous ces circuits neurobiologiques et du coup, qui nous permet de redéfinir et de classer mieux les psychotropes. Donc les délais d'action de ces traitements, vous voyez que pour traiter un trouble anxieux, c'est de 3 à 4 semaines, donc ça demande du temps à l'individu qui est sujet à ces angoisses très importantes, et c'est des traitements qui vont durer 6 à 12 mois. Donc comme je vous disais, la prise en charge des fois ponctuelle est nécessaire, c'est-à-dire que quand on a une forte angoisse ou un stress qui est trop important qu'on n'arrive pas à maîtriser, des fois il faut mettre en place des traitements par des anxiolytiques, par les benzodiazépines, mais c'est des traitements qui doivent être régulés, parce que comme je vous disais au préalable, c'est des traitements qui sont à risque de dépendance. Si les sujets qui sont exposés au stress prennent des benzodiazépines, c'est des traitements qui doivent être limités en termes de prescription. Donc on ne doit pas dépasser 12 semaines si on est dans des indications anxiolytiques. D'accord ? L'hospitalisation des fois est nécessaire, mais elle est rare dans les troubles anxieux ou dans les phases de stress comme ça aigu, parce qu'on estime qu'il faut mieux être à la maison tranquillement dans un environnement qui est sécure pour pouvoir justement être bien pris en charge. C'est des fois mieux d'être à la maison. Alors des fois, on a des techniques pour anticiper les conséquences d'un stress pathologique. C'est-à-dire qu'il y a des situations où un stress peut se chroniciser et aboutir à des symptômes ou des syndromes comme le PTSD ou le stress post-traumatique. D'accord ? Qu'on a évoqué, on parle beaucoup de ça parce que c'est une pathologie dans laquelle, à laquelle on sera de plus en plus confronté parce que les individus, dans les temps dans lesquels on vit, sont exposés à des événements qui sont traumatisants et les capacités de résilience, entre guillemets, des individus de nos jours sont de plus en plus diminuées. Avant, on disait, du temps de mes grands-parents, on était capable de supporter des choses extrêmement dures, de vivre dans des conditions extrêmement compliquées. Et c'est ce qu'on appelait la résilience. Et de plus en plus, malheureusement, c'est des choses, entre guillemets, qui se perdent. Pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Mais on réalise que les générations... On réalise que les générations qui vont se succéder au fur et à mesure auront de moins en moins de capacité justement à supporter ce stress et de pouvoir différer les choses. Du coup, on va arriver à des symptômes ou des syndromes comme ça de post-traumatiques, des fois sur des choses qui sont des fois très anodines, mais qui vont nous challenger. Du coup, on a dans certains cas des outils pour pouvoir prévenir justement un stress pathologique, comme dans le cas du PTSD. Donc, on va mettre en place des fois des techniques de débriefing, c'est-à-dire que après un événement stressant, on va rencontrer des fois les sujets. Par exemple, ça peut arriver, s'il y a eu un événement difficile à vivre sur une structure scolaire, par exemple, il y aura des cellules d'urgence qui vont être mises en place parce qu'on va faire quoi dans ces cellules d'urgence ? Du débriefing. Parce qu'on sait que le stress qui a été vécu par les individus, ou par les élèves, par le personnel, peut être vite pris en charge pour éviter qu'ils se pathologisent, entre guillemets. Du coup, on va les rencontrer, leur permettre d'exprimer leurs difficultés, d'exprimer ce qu'ils ont vécu en termes émotionnels durant ces épisodes ou ces événements dits traumatiques. D'accord ? Donc, ça a montré une vraie efficacité sur le plan scientifique. Donc, on va faire quoi ? À ce moment-là, on va repérer, traiter les personnes aussi qui ont des manifestations aiguës de stress ou d'angoisse. D'accord ?
Notamment, ça peut être aussi des symptomatologies dissociatives, c'est-à-dire que c'est des individus qui vont être dans le déni ou avoir l'impression qu'ils n'ont pas vécu l'événement traumatique. Donc c'est important de pouvoir repérer à ce niveau-là ces individus. Informer les victimes, leurs proches, leur dire qu'il est possible que les prochains jours ce soit compliqué, que le stress perdure, mais s'il perdure au-delà d'un certain temps, qu'il faut revenir reconsulter. Et bien évidemment mettre à la disposition des individus qui ont été sujets à ce stress aigu des cellules d'écoute ou un soutien psychologique également. Donc voilà, c'est des cellules d'urgence médico-psychologique qu'on peut mettre en place de manière assez rapide, hein, et elles existent sur tous les départements en France. Donc, comme je vous disais, la prise en charge, c'est les thérapies cognitivo-comportementales aussi dans ce cas-là, mais il est possible aussi dans certains cas des nouvelles techniques qu'on appelle l'EMDR, qui est en fait quelque chose d'assez extraordinaire, où vous vous rappelez dans ce que le professeur Nassila avait expliqué sur le stress post-traumatique, c'est qu'il y a un défaut de communication entre justement l'amygdale et aussi le thalamus, qui est aussi cette zone où il y a toute la réception sensorielle, et on réalise qu'au final, il y a un défaut à la fois de régulation du cortex frontal ou du cortex sur ce système, mais aussi un défaut au niveau de l'hippocampe. Pour quelle raison? C'est que dans le stress post-traumatique, il y a un défaut de mémorisation du souvenir. Ça veut dire que dès qu'on vit un événement qui peut être difficile ou agréable, on le stocke, ce souvenir. D'accord? Au niveau de l'hippocampe, il est complètement mis à l'arrière. Sauf que dans le trouble de stress post-traumatique, le souvenir n'est pas stocké. Il reste en permanence, d'où le fait qu'on a des reviviscences, on a l'impression de revivre à chaque fois le même stress, la même angoisse, le même traumatisme. Et du coup, cette technique va permettre de stocker, le MDR va permettre de stocker le souvenir en faisant ce qu'on appelle la réassignation sensorielle. C'est-à-dire qu'on va faire l'individu réévoquer le stress, réévoquer le trauma, et à ce moment-là, on va l'associer avec des images qui peuvent être plus ou moins agréables, et des sons. En thérapie, on va les placer dans un état vraiment de relaxation, et on va leur projeter des images et les faire réévoquer l'événement qui a été traumatique ou qui a créé un stress important. Et ça permettra en fait de restocker le souvenir dans la mémoire à long terme et éviter que le souvenir soit tout le temps omniprésent dans la vie de l'individu. Donc c'est des techniques comme ça qui permettent aussi de prendre en charge les individus. Alors, tout ça, comme je vous présentais, tout ce que je vous ai présenté, c'est ce que nous sommes capables de mettre en place en tant que professionnels de santé et aussi en tant que neuroscientifiques. Mais à notre niveau et à votre niveau en tant qu'enseignant aussi, vous avez des techniques qui sont accessibles, hein, qui permettent aussi à vous et à vos proches et aussi aux élèves de pouvoir gérer justement le stress. Donc comment apprendre à gérer ce stress grâce à des exercices de relaxation? Alors première chose, un exercice assez intéressant, si c'est vrai on avait tout l'auditoire, ça aurait été encore mieux pour pouvoir le faire en pratique, mais on peut faire ce qu'on appelle la méditation. Alors méditation, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de religieux sous-jacent. Il y a de très belles études qui ont montré justement que lors des séances de méditation, on avait une réduction de l'afflux sensoriel au niveau de l'amygdale, une fois de plus. On parle, vous voyez, c'est la journée à thème sur l'amygdale et le stress, mais on réalise que sur des très belles études, on a une diminution au niveau de cette activité en IRM fonctionnel au niveau de l'amygdale. Et on a montré que chez les grands méditateurs, dans les pays asiatiques notamment, qu'ils ont une taille d'amygdale beaucoup moins importante justement que les populations occidentales et encore moins importante que ceux qui souffrent de stress chronique et de troubles anxieux. Donc, au final, ces formes de méditation, alors on va expliquer c'est quoi, quand je parle de méditation, de quoi on parle, en final, c'est le fait de s'isoler, quinzaine de minutes, où on va juste se concentrer sur sa respiration, d'accord, on prend son temps, on se concentre sur nos mouvements respiratoires, sans essayer de les modifier. Hein, l'idée, c'est pas de voir exagérer ou diminuer les mouvements respiratoires. On reste à l'écoute de nos sensations corporelles, et le but, c'est quoi? C'est de se recentrer sur soi-même. Alors, il n'y a pas de position particulière à avoir. Hein. Simplement de pouvoir s'isoler, de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration. Eh bien, c'est simplement ça la méditation. Et ça a montré une belle efficacité. Et ça permet vraiment entre guillemets, de mieux gérer son stress. Et quand on le répète plusieurs fois, d'accord, des fois c'est des moments
des moments précis dans la journée ou plusieurs fois dans la journée. Il y a des enseignants que je connais qui font ça. C'est des moments de pause ou entre midi et deux, etc., qui prennent juste 15 minutes pour eux. Et même moi, je le fais aussi. Pendant 15 minutes, parce qu'on a l'afflux des étudiants, l'afflux des patients, on se pose 15 minutes et ça nous permet un petit peu de se recentrer, de mieux gérer son stress. Autre technique encore qui est très instinctive, mais tous ces éléments extérieurs vont venir moduler au final le système neurovégétatif de manière extérieure. Et c'est pour ça qu'on va agir sur différents points d'entrée. Donc relâcher nos muscles, des pieds à la tête, un à un, en commençant par le bas, les orteils, on contracte le plus possible chaque muscle. En avant, on relâche et on monte progressivement jusqu'à ceux du visage. Je vais vous montrer tout à l'heure, en gros, ce qu'on appelle la relaxation jacobsonienne. Alors, je vais voir est-ce que je peux l'avancer. Je ne peux pas vous promettre. Alors, c'est dommage. Alors, attendez, je vais vous le mettre comme ça. Je ne sais pas si les collègues ils la verront, mais c'est dommage. Parce qu'en fait, ça prend un petit peu de temps. Alors, je regarde est-ce qu'il y a possibilité. En gros, c'était une petite vidéo pour vous montrer, en gros, comment permettre la relaxation musculaire. Alors, attendez, je vais le remettre tout. Il le voit en direct, d'accord. Mais alors, je vais juste laisser la vidéo, alors, du coup, se dérouler. En gros, on va aller essayer de contracter chaque groupe musculaire, d'accord, pour que, justement, on puisse modifier de manière extérieure ou externe la tension musculaire que ressent quand on est confronté au stress. Donc ça va commencer, comme je vous disais, par les muscles du bas. Tout à l'heure, vous allez voir le petit bonhomme qui va se contracter, parce qu'il est évidemment très stressé au fur et à mesure. Voilà, les troubles digestifs, le visage il sue, il est dans son lit. Et l'idée, c'est qu'il va aller au fur et à mesure contracter chaque muscle. Et des fois, ça demande du temps parce qu'on va aller faire chaque groupe musculaire par groupe musculaire, c'est-à-dire chaque articulation par articulation, justement en contractant de manière active. C'est quelque chose qui demande des fois de la tension et du coup relâcher brutalement et très rapidement du coup le groupe musculaire qui a été contracté. Et comme vous voyez, on commence par le bas. Donc contracter, comme je disais, on va commencer par le bas, donc il va contracter ses jambes. Voilà, c'est sur juste une chaise. On tient pendant à peu près 15 secondes à 30 secondes, d'accord. On garde la position, ça commence à chauffer et on relâche. Vous pouvez même l'essayer pour ceux qui sont là. Vous contractez pendant 15 secondes, voilà, et du coup après vous relâchez. Et on va faire chaque groupe musculaire par groupe musculaire, donc ça va aller aussi le ventre, l'abdomen aussi. Quand on sent, on contracte les abdos. Et après, on relâche brutalement. Et vous allez voir qu'il y a une forme de relaxation qui va se mettre en place. Même les mains, etc., aussi vont se contracter. Et quand vous allez sentir que ça commence à chauffer et que vous vous épuisez, à ce moment-là, vous relâchez. Et vous verrez que c'est assez efficace. Ça permet vraiment d'avoir une sensation de détente. D'accord? Donc, on va avancer. Donc, ça, c'est une des techniques qui s'appelle la relaxation jacobsonienne. Troisième petite astuce pour gérer son stress, faire une promenade. Vous vous rappelez, pendant le confinement, c'était une des mesures qui était autorisée par le gouvernement parce que c'est quelque chose qui, même si c'était à 1 km autour de chez soi, mais c'était important de pouvoir faire une petite promenade pour justement détourner son esprit des choses qui peuvent être à l'origine de stress. D'accord? Donc, pendant une dizaine de minutes, pas besoin de faire une grande promenade, pas besoin d'aller faire du running, juste une petite promenade autour de chez soi. Ça permet aussi de mieux gérer son stress. Ou même des fois, s'il y a possibilité, quand on est au travail, de pouvoir juste aller marcher un peu autour, ou quand on a un espace vert juste à côté, ou dans la cour de récréation, pourquoi pas. C'est compliqué. Alors, pour un petit peu aborder la dernière partie avec vous, sur la notion du stress, alors on a bien identifié un petit peu les différents facteurs, c'est aussi discuter avec vous comment gérer au mieux aussi le stress, même si là, on s'écarte un peu de simplement les notions que vous allez peut-être expliciter à vos élèves, mais ceci vous donner des éléments pour mieux comprendre encore la gestion de votre stress en tant qu'enseignant, en tant que professionnel de l'éducation, et de comment aussi gérer le stress en classe des élèves qui nous entourent et qui vous entourent. Donc c'est la petite ouverture que je voulais faire avec vous pour vous donner un peu
des éléments de réflexion et de recherche qu'on a pu trouver aussi pour améliorer pour vous, aussi pour les jeunes enseignants qui arrivent dans le métier, comment mieux gérer au mieux le stress. Donc, comme je disais, enseigner, c'est beaucoup de changements, changement de programme, on introduit chaque fois des nouvelles choses, changement d'environnement, contexte de vie aussi, des fois il faut se déplacer quand on est réaffecté, etc. Demande de mutation, refus de mutation, etc. C'est tout un stress qui est lié à tout ça. Et du coup, des fois, dans la vie de l'enseignant, il est aussi exposé aux émotions négatives et désagréables telles que la colère, la frustration, l'anxiété, la dépression, etc., etc. Des fois, certains enseignants s'en sortent très bien, ceux qui ont de la bouteille, qui ont des années d'expérience, qui sont engagés, motivés. Mais des fois aussi, les situations difficiles peuvent venir perturber tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un épuisement professionnel, des illusions aussi de la profession, et des enchantements aussi ou de la frustration par rapport à différentes choses. Mais aussi, le stress lié à la profession, c'est l'interaction quotidienne en classe. Pas facile, parce que les élèves, ça change chaque année, il faut se réadapter régulièrement, beaucoup de mouvements, et forcément les élèves, c'est la source potentielle du stress numéro 1 pour un enseignant. Comme je vous disais, différentes situations peuvent être retrouvées par un enseignant liées à des facteurs de stress en lien avec les élèves. C'est les écarts de discipline, l'apathie ou le manque de motivation de certains élèves, ou des fois de toute une classe, la charge de travail et les contraintes liées à l'enseignement aussi, le faible rendement et le trouble d'apprentissage d'une partie des élèves, qui peut aussi nous solliciter, l'absentéisme aussi. Donc, alors, des fois, on dit que les enseignants débutants sont plus sensibles ou plus vulnérables à ce stress-là, mais on réalise que c'est quelque chose qui peut durer tout au long d'une carrière et il faut pouvoir s'adapter, pouvoir au mieux gérer tous ces événements. Donc, comme disait, les enseignants expérimentés ont le temps de développer des fois une panoplie de stratégies, mais des fois, ils peuvent continuer à être confrontés. Généralement, on est souvent confronté tout au long de sa carrière à tout cela. Alors, comment réagir face à ce stress-là quand on est enseignant, quand on est professionnel de l'éducation? Mais différentes stratégies, notamment de coping. Alors, quand on parle de coping, c'est les capacités qu'on a à pouvoir trouver des stratégies par rapport à des événements qui sont stressants. D'accord? On a tous un petit peu notre recette personnelle, mais il y a des idées qui sont publiées pour comment se positionner par rapport à tout ça. Donc, généralement, on essaie d'attaquer le problème en s'attaquant à l'origine, tout bêtement. Qu'est-ce qui me stresse? Je l'ai identifié, j'essaie de le modifier. Donc, généralement, on essaie d'atténuer le problème, rechercher des solutions, des solutions de rechange efficaces dans une perspective à long terme. Comme je vous disais, elles sont plus souvent utilisées lorsque de telles conditions sont considérées comme susceptibles d'évoluer. Elles vont dépendre aussi du contexte où elles se manifestent. Encore l'autre stratégie, c'est comment modifier, réévaluer et comment se défendre par rapport à tout ça. En gros, c'est l'autre stratégie, c'est l'attitude comme l'évitement, c'est pas forcément la meilleure, la minimisation, la distanciation, on prend du recul, l'attention sélective, c'est-à-dire qu'on préfère occulter ce qui nous embête, et des fois la comparaison positive. Ça veut dire quoi? En gros, on va essayer d'agir sur les émotions, réguler les émotions qui découlent de la situation stressante. On va se dire, c'est stressant, mais je veux essayer de modifier comment j'y réagis. Elles ont plutôt des effets d'adaptation à court terme, généralement, susceptibles d'être utilisées lorsque rien n'indique qu'on puisse modifier les conditions environnementales. Elles sont souvent influencées par des facteurs de personnalité aussi. Ça aussi, c'est des éléments qui peuvent jouer. Et elles peuvent être utiles lors d'une détresse émotionnelle intense dans ces facteurs et des situations de stress. Donc, c'est des stratégies d'adaptation qui sont plutôt axées sur les émotions, qui est une deuxième possibilité. Alors, comme je vous disais, les facteurs de stress scolaire aussi existent, non seulement chez les enseignants, mais aussi chez les élèves. Quels sont ces facteurs de stress qu'on peut identifier chez les élèves qu'on a en charge? C'est les échecs à répétition. Mine de rien, les élèves qu'on accompagne et qu'on prend en charge peuvent être des boules de stress liées aussi aux échecs à répétition. Parce que, quelle sera la conséquence? Mais du coup, c'est des comportements des fois de défiance, d'opposition, qui sont des stratégies d'adaptation d'un enfant ou d'un élève qui est stressé. C'est-à-dire que les stratégies d'adaptation par l'évitement ou destinées à cacher leur découragement. Donc des fois, à l'opposé, c'est des élèves qui ne vont pas forcément se replier sur eux-mêmes, qui vont chercher à s'adapter et au final, qui vont avoir un comportement qui va nous sembler complètement problématique. Donc dans ce contexte, l'élève finit par perdre son sentiment de maîtrise
et a moins d'occasions de se sentir compétent dans quoi que ce soit ou d'avoir du succès. Et là, c'est vraiment des difficultés qui s'annoncent pour l'enfant ou l'élève. Donc, si un élève est continuellement confronté à des stress en milieu scolaire, ben, du coup, il n'aura plus forcément envie forcément de venir en cours. Il va éviter de se confronter à tout le milieu scolaire et des fois, il va se soustraire, par exemple, aux épreuves finales. Des fois, le système aussi peut être source de facteurs de stress sur le plan scolaire pour les étudiants ou les élèves. C'est quoi? En gros, quels sont les facteurs qui vont jouer là-dessus? C'est difficulté à suivre le rythme des camarades de classe et des pairs, grosse source de stress pour les élèves. Garder le fil des conversations aussi durant un travail d'équipe. Des fois, il y a des élèves qui sont en difficulté pour pouvoir suivre ça, donc ça rajoute du stress. Prendre des notes tout en écoutant, source de stress. Comprendre plusieurs instructions à la fois. Alors, c'est des choses qu'avec l'expérience, certainement, en tant qu'enseignant, vous avez pu acquérir. Déplacer son attention et faire la transition entre des matières ou des tâches, ça peut aussi générer du stress. Lire avec rapidité et précision, ça peut mettre en difficulté l'élève et du coup être source de stress. Et comprendre ce qui est lu, c'est aussi à l'origine d'un stress. Autre paramètre encore qui peut être source et facteur de stress pour les élèves, exprimer ses idées à l'oral, répondre spontanément à une question, devoir dessiner ou écrire à la main, ça paraît tout bête, mais des fois tous ne sont pas à l'aise avec l'écriture, maintenant même si beaucoup passent par l'ordinateur. Maîtrise de l'orthographe et la grammaire, des fois là, ça peut être une source de stress pour par exemple les élèves qui sont d'origine étrangère, donc facteur de stress. Parler devant la classe, participer aux cours d'éducation physique aussi, parce qu'une coordination à mettre en place, c'est des fois des moments de stigmatisation qui sont assez importants. Faire des devoirs et des fois les travaux, c'est une source de stress. Donc, comme je vous disais, l'élève peut avoir de la difficulté dans ces différents éléments et qui vont générer beaucoup de stress sur le plan social aussi pour les élèves. C'est-à-dire que c'est des individus qui pourront avoir du mal à lire les expressions faciales aussi. Donc, dans l'interaction sociale, c'est difficile. Comprendre le sarcasme ou l'humour, résoudre efficacement des problèmes d'ordre social. C'est des éléments qui paraissent tout bêtes, mais dans la vie de tous les jours où l'élève se retrouve en situation sociale avec ses pairs, qui peuvent être source de stress assez important pour ces élèves. Et comme je disais aussi, j'ai voulu faire un petit point sur la notion d'intimidation dans la classe et d'harcèlement aussi, qui sont sources de stress assez importantes maintenant dans les cours de récré, dans les cours d'école, qui vont venir générer et solliciter malheureusement beaucoup de stress chez justement ces élèves. Et dans ces cas-là, des fois, il y a besoin d'adapter les choses. Mais l'intimidation, le harcèlement, c'est vraiment une problématique que beaucoup sont en train de rencontrer qui crée beaucoup de soucis. Du coup, comment gérer ce stress-là en classe pour, de manière assez collégiale et collective, pouvoir accompagner les élèves et avoir aussi une classe plus ou moins apaisée pour vous? En gros, l'idée, c'est de pouvoir repérer aussi les élèves et les enfants en difficulté pour justement mieux prendre en charge, parce qu'on sait que ces enfants qui se retrouvent sujets à un stress trop important seront en échec scolaire encore plus que les autres. Et du coup, des fois, ça demande de devoir adapter les choses via des plans d'enseignement individualisés, faire participer aussi l'élève au choix de ces mesures d'adaptation. Ça peut être intéressant quand vous identifiez un élève à un stress, s'il y a une réflexion du corps enseignant sur des mesures adaptatives, c'est de faire participer l'élève pour qu'il n'ait pas l'impression non plus qu'il soit un tel problème pour tout le monde, que du coup ça va engendrer encore plus de stress de se dire non, en fait je ne suis pas comme tout le monde, c'est compliqué et je dois être pris en charge. Donc il faut aussi le faire participer à ces mesures pour lever le stress. Et comme je vous disais, lorsque les élèves reçoivent de façon constante les adaptations dont ils ont besoin, ils sont plus en mesure de satisfaire aux attentes du programme et démontrer leur apprentissage, etc. Donc, des fois, des adaptations appropriées face à ces élèves qui sont en difficulté ou qui sont en stress, c'est très important aussi. Soutien pédagogique, ça c'est naturel, c'est instinctif chez tout enseignant. Lorsque les élèves apprennent des tâches nouvelles ou difficiles, il faut qu'il y ait une aide aussi adaptée aux capacités des élèves. La tâche elle-même ne doit pas changer, mais le professionnel de l'enseignement réduira progressivement son aide au fur et à mesure de l'autonomie de l'individu. D'accord? Donc, attention, l'étayage du corps enseignant sera très important pour accompagner les performances scolaires aussi. Autre élément qui est assez important, c'est la notion d'horaire et de routine
dans la gestion du stress de la classe de manière générale. C'est-à-dire que tout changement, et ce qu'on disait, peut être source de stress pour les élèves. Et même pour les enseignants aussi, c'est très difficile certainement à mettre en place, mais c'est des éléments qui paraissent tout bêtes, mais qui participent aussi à la réduction du stress pour les élèves. D'accord? Donc, essayer d'avoir des horaires, une routine assez prévisible, des attentes claires. C'est mon idéal, je sais bien, mais c'est des éléments qui peuvent permettre aussi de diminuer le stress en classe. D'accord? Et évidemment, on peut aboutir à une classe apaisée. Donc, par exemple, afficher un horaire de la journée ou de la semaine. Donc, l'emploi du temps sert aussi à ça de base. Mais donner des instructions, des consignes claires, faciles à suivre. Par exemple, annoncer clairement les transitions. Se dire, ben, par exemple, dans 5 minutes, on va passer à cette partie-là, donc je vais terminer là-dessus. Ça peut être des astuces comme ça pour dire qu'on va annoncer. Donc, l'élève est moins surpris au final de comment la séquence va se mettre en place. Parce que il faut savoir que quand ils arrivent, ils sont surpris de tout ce qui va se passer. Ben, même s'ils sont volontaires, ben, la surprise peut créer de l'angoisse et du stress. Donc, par exemple, nous allons commencer et on dit telle activité. On annonce l'activité. Ça paraît tout bête, mais des fois, on n'a pas forcément tout le temps ces réflexes. Annoncer d'avance tout changement important apporté aux routines, se dire que dorénavant, on va faire comme ça. Maintenant, on va prévoir sur les prochaines séances, on va réadapter les choses comme ça. C'est des petites astuces, des petites phrases toutes bêtes, toutes faites, mais qui permettent au mieux de pouvoir diminuer le stress des élèves. Par exemple, envoyer une note à la maison pour expliquer des changements dans la classe ou la présence d'une remplaçante ou de remplaçants, afin que les parents puissent aider les enfants à s'y préparer. Ça paraît tout bête. Alors évidemment, en fonction du niveau d'autonomie des étudiants et des élèves, peut-être qu'on ne va pas le faire au lycée, on va peut-être le faire au collège ou inversement. Ou, voilà, en fonction de la classe que vous avez aussi, ce sera intéressant de pouvoir anticiper sur cette planification. Gérer aussi au mieux l'environnement, votre environnement. Si je sais que des fois, pas forcément pour simplement les classes d'SVT, mais quand il y a des travaux pratiques, c'est des salles des fois qui sont adaptées, qui sont aménagées. Donc c'est important que cet aménagement soit pensé, réfléchi en amont pour qu'il favorise au mieux et qu'il soit le plus constant possible aussi. Comme je vous disais, des fois, on peut laisser les élèves choisir leur groupe, mais des fois aussi, il faut pouvoir former les groupes vous-même quand vous connaissez les dynamiques des classes pour se dire, je sais qu'il y a tel enfant qui est en difficulté, qui est souvent stressé, je vais le mettre dans un groupe qui est plutôt plus dynamique ou moins dynamique, que chacun trouve sa place. C'est des petites astuces qui permettent aussi de mieux gérer le stress dans les salles de classe. Dernier petit point aussi, au final, je suis allé super vite pour terminer, mais c'est encore mieux, ça va vous aider encore à diminuer votre stress. C'est donc des zones de repos qui peuvent être intéressantes à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur aussi. C'est beaucoup plus développé au niveau primaire, moins dans le secondaire, mais c'est des zones qui sont intéressantes, des zones alors j'allais dire de non-droit, c'est pas du tout ça, mais c'est des zones, on va dire, libres, qui sont encadrées dans les 4 murs de la structure scolaire, mais qui permettent d'avoir justement cet espace où les étudiants et les élèves peuvent justement, quand ils sont envahis par le stress, parce que ça existe, vous avez des fois des élèves qui sont extrêmement stressés, ça se manifeste par différentes choses, ce qu'on a vu plus tôt, mais il faut des zones neutres ou justement apaisées où les élèves peuvent aller s'il y a une manifestation anxieuse. Comme je vous disais, ça peut être un coin calme de la classe, mais souvent c'est à l'extérieur, dans le corridor, aller boire de l'eau, aller porter quelque chose au bureau de l'administration pour l'enseignant. Ça permet des fois de changer d'air et permettre à l'élève de vite se déstresser. Donc créer un laissez-passer comme une carte à couleur indicative ou un signal qui permet à l'élève de vous indiquer qu'il a besoin de prendre une pause. Parce que des fois, alors au fur et à mesure on connaît ses élèves, certains en abusent des fois, mais en fonction des cas, c'est important d'avoir quelque chose qui ne soit pas stigmatisant pour les élèves, pour leur permettre, alors ça se discute des fois en équipe, ça se discute des fois avec l'administration, mais qu'il y ait en fonction de ces profils-là, une sorte de laisser-passer pour se dire, là il se sent angoissé par quelque chose qui s'est passé, on va lui permettre de s'apaiser. Bon là c'est par exemple s'il y a une image qui était choquante, quelque chose qui les a déstabilisés, qu'il y ait un espace qui soit dédié pour justement une respiration. Et aussi, pour terminer quand même, pour gérer aussi ces phénomènes de stress aussi chez les élèves, pourquoi pas, en tant qu'enseignant d'SVT, et pour ceux qui vont introduire aussi ces notions de stress dans les prochains cours, commencer par des séances de relaxation. Se dire, voilà, pourquoi pas, on va mettre en place une séance
pour justement voir les techniques de relaxation musculaire, etc., de détente, de méditation. Et à partir de là, créer une activité, une fiche d'activité qui va conduire à l'introduction de la notion de stress. Ça peut être intéressant, mais aussi l'intégrer dans sa pratique. Moi, j'avais une enseignante quand j'étais à l'école, j'étais au primaire, qui, chaque heure ou chaque 2 heures, nous permettait sur 2-3 minutes juste faire une petite séance de relaxation. On se levait, on se dégourdissait les jambes, les bras, pour juste permettre d'avoir une relaxation assez efficace et du coup, avoir une classe qui peut être plus apaisés ou des élèves moins stressés aussi. Donc on leur apprend des techniques de relaxation qui vont leur servir par la suite aussi au cours de leur formation. Donc c'est l'occasion de s'y mettre aussi. Hein. Aujourd'hui, ça peut créer des vocations, pourquoi pas. Mais du coup, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place plusieurs fois dans la journée, début de journée, avant des présentations orales aussi, s'il y a des exposés à faire, on se détend, hein, au moment des examens aussi, avant la récréation, etc. Donc aussi installé dans la classe, si possible, c'est bien de mettre des indices visuels. Hein, c'est l'occasion de refaire la décoration des salles d'SVT, hein, de remettre en place aussi, pourquoi pas, des sortes de diagrammes qui montrent, anatomiques, qui montrent les muscles, ça me vient comme ça, hein, mais les groupes musculaires qui sont impliqués quand on est tendu, ou on est stressé, pour voir justement sur quoi on va agir pour pouvoir se détendre ou se relaxer avant le cours d'SVT. Donc vous voyez, c'est des petites stratégies comme ça qui sont utiles. Et pour terminer, là vraiment, la dernière chose qui est importante aussi pour permettre aux élèves, et ça aussi on est très sensibilisé à ces questions en tant qu'individu, c'est le renforcement positif. C'est dire, bravo, tu as réussi ton activité, c'est très bien, vous avez bien travaillé aujourd'hui, oui, vous avez, là je suis contente, je suis fier de vous, c'est bien, bravo. C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui permettent aussi de lever un stress qui est important, parce que souvent on a tendance à dire quand ça ne va pas, mais quand ça va, on ne le dit pas. Donc, il faut être quand même prompt aussi, et ça permet à l'élève de se déstresser, de se dire « Ah, ok, là, c'est bien validé, j'ai réussi mon activité, j'ai réussi la mission pour laquelle on était là. » Parce que souvent, les élèves décrivent, hein, quand on reprend avec eux, ils se disent « Mais je ne sais pas si j'ai bien fait, et ça m'angoisse, et on a contrôle dans 2 semaines, je ne sais pas si j'ai bien réussi, si j'ai compris ce qui se passe, je suis stressé, j'arrive pas à affronter la situation. » C'est encore toujours pour permettre éviter qu'il y ait des ruminations et du coup, éviter qu'il y ait trop de stress. Comme je vous disais, alors, reconnaître et souligner, renforcer les efforts des élèves, pas seulement les résultats. Comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai vu que tu utilisais ta stratégie de respiration lorsque tu étais stressé, j'ai vu que tu étais angoissé, tu as réussi. C'est très bien aussi, tu dois être fier de toi parce que tu gardes ton calme en utilisant ta stratégie. Renforcement positif, ça permet de lever du stress aussi, ça permet d'accompagner. Et ça fera de nous de meilleurs enseignants et de permettre aussi de mieux gérer le stress des élèves. Donc c'était ma petite incartade aujourd'hui, certes qui n'est pas forcément prévue dans le programme d'SVT que vous allez présenter aux étudiants, mais c'est pour vous donner aussi, parce que les profs d'SVT sont un petit peu les médecins bis, j'ai envie de dire, des fois des lycées et dans la compréhension de certains phénomènes, et ça participera aussi pourquoi pas, aux équipes pédagogiques pour soit le plus efficace possible. Donc voilà, merci de votre attention et merci encore de votre accueil. Docteur Angerville, on vous remercie beaucoup, mais avant de vous libérer, on vous prend encore un petit peu en otage. Et donc, j'ai quelques petites questions. Bon, vous avez été rapide, donc les collègues ont été, comment dire, très très attentifs, voilà. Et donc, comme ça, brûle pour point, dans le désordre, les TOC sont-ils une forme d'addiction dont le but est de contrecarrer les effets du stress dans les situations d'anxiété? Exactement. En fait, il faut savoir, alors il y a différents types. Alors, les TOC, hein, c'est ça, les TOC, donc les toxiques de manière large. En fonction des toxiques, oui. Alors, l'utilisation des toxiques vient des fois pallier à ce stress intense. Alors, pourquoi? C'est notamment l'utilisation de médicaments, les benzodiazépines, donc forcément ça agit sur l'anxiété, ça marche, mais par exemple des toxiques comme le cannabis, qui est très utilisé chez les élèves aussi, qui a un effet anxiolytique qui est bien montré, qui va certes agir sur tout le processus neurobiologique qu'on a montré et sur l'amygdale justement, via le circuit de la récompense aussi, et il va venir diminuer l'afflux sensoriel au niveau de l'amygdale aussi, et diminuer du coup l'expression et le vécu anxieux et stressant
de ces individus qui consomment les toxiques. D'accord? Donc oui, consommer des toxiques et même quand on développe des fois une dépendance, ça vient pallier à un trouble anxieux. Du coup, comment on le prend en charge? On est obligé d'attaquer le trouble anxieux, et attaquer le stress pour que l'individu évite de trop consommer. Alors, j'ai peut-être du mal prononcer, c'était les TOC. Les TOC, mais attendez, je vais justement rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que tout à l'heure, dans la présentation du professeur Nassila et puis le début de la vôtre, dans la prise en charge des TAG, troubles anxieux généralisés, il est préconisé l'arrêt des excitants, c'était parmi vos indications. Or, ne sont-ce pas les excitants qui permettent aux patients de pallier à ces angoisses, de les soulager? Donc, comment rendre compatible finalement l'arrêt d'un excitant sans déclencher finalement cette réaction contre-productive? Exactement. Voilà. Exactement. Parce que l'arrêt des excitants, il faut se rappeler que l'utilisation, alors c'est des psychotropes, pour que ça devienne des psychotropes à ce niveau-là, quand alors, faudra voir parmi la liste que j'ai évoquée, celle qui à quoi fait référence. Il n'est pas indiqué, mais je pense qu'on pensait à la personne pensait à l'alcool. Par exemple, l'alcool, voilà. C'est ça. Il faut pouvoir, comment dire ça? On va dire que l'excès en toute chose nuit. Et bien évidemment, le problème, c'est que il y a un phénomène qui est pas biphasique, mais à un moment donné, comme vous vous rappelez le schéma d'allostérine que présentait le professeur Nassila, où l'utilisation de la molécule, au début, est efficace. Oui. D'accord? Consommer de l'alcool, c'est anxiolytique. Très bien. Le problème, c'est qu'avec le temps, cet effet diminue et au fur et à mesure, et malgré le fait qu'on augmente les doses, et l'effet en fait anxiolytique disparaît. Sauf qu'à un moment donné, certes peut-être que c'est moins efficace, mais ça a des dommages sur le plan somatique extrêmement importants, notamment au niveau du foie et sur le plan cérébral, et notamment sur les fonctions cognitives. Donc l'idée c'est que oui, en effet, au début c'est efficace, il faut le dire, mais il faut prévenir l'individu et dire là vous allez augmenter les doses parce que ce sera de moins en moins efficace. Et vous allez basculer à ce moment-là vers une vraie addiction, du coup, comme on évoquait, et on va arriver sur des conséquences extrêmement négatives. Donc, il faut anticiper encore plus sur faire de la prévention sur ces fameux excitants ou ces fameux, ces fameux psychotropes cachés qui ont peut-être un bénéfice initial, mais sur le long cours, tout ça s'estompe. Mais j'imagine que parmi vos patients, il y en a certains qui sont très addicts. Et comment ne pas recourir finalement à des traitements de fond médicamenteux, puisqu'on n'a pas réussi à prévenir, puisque peut-être qu'il n'est jamais venu consulter avant, tout bêtement. C'est ça, parce qu'ils arrivent toujours à la fin de la bataille, du moins, ou plutôt en pleine bataille, on envie de dire. C'est-à-dire que quand ils arrivent pour consulter, c'est après 10 ans d'évolution. C'est ça le gros problème, c'est qu'on est en retard dans la prise en charge du stress, un retard dans la prise en charge des troubles anxieux, parce que les individus essaient tant bien que mal de s'adapter sur le plan neurobiologique, de s'adapter sur le plan comportemental, et tant qu'ils ne sont pas complètement dépassés ou que les conséquences psychosociales qui découlent de ce nouveau comportement ne soient complètement soient trop importantes. C'est-à-dire que tant que l'individu n'a pas une cirrhose du foie ou n'a pas perdu son conjoint ou perdu son travail, on ne les voit pas, ces gens-là. Parce qu'ils sont persuadés d'être stigmatisés, première chose, donc auprès de l'entourage, auprès des professionnels de santé, et surtout au début, ils pensent être capables de pouvoir s'en sortir. Bizarrement, c'est les toxiques chez les patients qui sont dépendants, qui vont justement utiliser ces moyens bis, sont dans un déni qui est très important. Et la molécule, comme par hasard, l'alcool vient toucher les fonctions cognitives qui sont impliquées dans la conscience du trouble. Donc quand on consomme, on fait que, malheureusement, aggraver la conscience du trouble qu'on a. Donc on ne réalise pas qu'on est malade. Donc on les voit trop tardivement. Donc c'est ça l'idée. Alors, donc je reprends mon terme, c'était les TOC. Donc les TOC sont-ils une forme d'addiction dont le but est de contrecarrer les effets du stress dans des situations d'anxiété? Alors, ce n'est pas une forme d'addiction parce que l'addiction découle toujours d'une notion de plaisir initial. Les gens qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, n'ont pas de plaisir à faire ce qu'ils font faire. Leur comportement, il est souvent un comportement non productif et n'apporte aucune notion de plaisir, mais la seule fonction, c'est un apaisement des angoisses. Ça veut dire que, par exemple, il y a des gens qui ont une angoisse centrée sur la propreté.
Et du coup, qui vont, des fois, alors vous imaginez que là, dans le contexte du Covid, ils sont explosés, ces patients, parce que le virus est partout. Donc, ils restent enfermés, donc un fort retentissement. Et du coup, la seule façon d'apaiser, c'est de se laver les mains 20 fois dans la journée. Il n'y a aucun plaisir, même de se laver une seule fois les mains jusqu'à preuve du contraire, c'est certes satisfaisant dans le fait qu'on se dit qu'on est propre, mais c'est pas un plaisir de se laver les mains. Alors que dans les addictions, c'est pour ça que je dis que je différencie bien l'addiction, la molécule qui est prise apporte du plaisir, un effet apaisant, un effet planant, un effet euphorisant. Or, dans les TOC, le comportement, le trouble obsessionnel compulsif, le comportement qui découle, malheureusement, n'a rien d'une addiction, n'a rien de plaisant. Dans le désordre, encore une fois. Évaluer des élèves à l'oral, puisqu'on on va peut-être, mes collègues vont peut-être être confrontés au grand oral, n'est-ce pas? Donc vous avez peut-être entendu parler. Et donc, évaluer des élèves à l'oral est-il un moyen d'évaluer leurs compétences orales ou d'évaluer leur capacité à réduire leur stress? C'est vrai que ça, c'était maintenant, c'est au cœur de votre réforme aussi maintenant. Complètement, j'ai envie de dire qu'on va évaluer leurs habiletés sociales. Je vais encore prendre le contre-pied. C'est que il y a toujours un biais dans les oraux. Souvent, j'avais un ancien patron qui me disait l'oral c'est un moment de séduction. C'est-à-dire que au-delà des connaissances de l'élève et du candidat que vous aurez en face, il y a sa capacité sociale à s'adapter à ce qu'il sera proposé. Il pourra répondre à côté de la question, ou on va dire entre les deux, et on va se dire, ah oui, mais il s'exprimait très bien, il était quand même assez clair, il était bien présenté. Nous sommes des êtres humains, donc nous sommes forcément liés très influencés sur ce qu'on entend et ce qu'on voit. Donc, il faudra de la finesse, de l'indulgence des jurys pour prendre en compte ce facteur de stress, parce que nous ne sommes pas tous égaux, une fois de plus, par rapport au stress. Là, c'est très important de se rappeler ça dans la prise en charge de ces étudiants, de ces élèves. Nous ne sommes pas tous égaux, nous ne sommes pas tous équipés, nous n'avons pas tous été exposés de la même façon. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là dans l'évaluation et d'essayer de créer. Alors, je ne sais pas si l'Éducation nationale vous a totalement équipé dans comment mettre en place ces oraux. C'est généralement partout. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait partie du stress de l'enseignant. Oui, voilà, ça fait partie du stress de l'enseignant, cette incertitude. Mais ce serait important qu'il y ait une directive pour dire qu'il faut qu'il y ait une bienveillance initiale dans la présentation. Sauf que quand on est à son 20e candidat, on est épuisé, on est moins patient, un petit peu plus agacé, on veut s'en débarrasser, on veut que ça aille vite. et du coup, on est moins patient. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir un comportement de base qui permette de tout de suite essayer de faire céder le stress, même pour les plus anxieux. C'est se dire, bon, mais bonjour, donc on vous avez présenté ce nouveau format, donc soyez tranquille, il n'y a rien de compliqué. Si vous êtes parfaitement équipé pour pouvoir répondre à ces questions au cours de l'année, vous avez été préparé. Voilà, mettre dans une forme de réassurance, ce qu'on fait, pour essayer de... Alors, c'est une petite astuce, ça aurait été bien que ça vienne par des directives, on va dire nationales ou académiques ou locales, mais c'est l'idée, voilà, en effet, on risque d'évaluer la capacité de gestion du stress des étudiants, ça c'est clair, mais des élèves. A priori, encore une question, je crois, voilà, non, deux. Est-ce qu'une phobie est toujours liée à une anxiété et donc a pour origine un stress chronique? Oui. La question, c'est que, alors, un rappel pour les autres, donc la phobie, c'est toujours par rapport à un objet, c'est-à-dire que c'est sur une situation spécifique qui va engendrer cette anxiété et ce stress de manière chronique. Maintenant, qui dit chronique ne veut pas dire que c'est non accessible aux soins. Il faut se faire soigner quand on a une phobie spécifique, quand on a ce stress qui est lié à un animal, une situation. Ça demande une psychothérapie qui est basée sur ce qu'on appelle l'exposition progressive. C'est-à-dire qu'on va travailler de manière détournée sur la phobie. Par exemple, je fais souvent cette blague-là, s'il y a une phobie des araignées, on va le faire regarder le film Spider-Man pour commencer, par exemple. Un truc qui n'a rien à voir, mais on va partir de très très loin pour exposer de manière progressive l'individu pour qu'il se sente de plus en plus à l'aise et que son système neurovégétatif s'adapte au fur et à mesure. C'est souvent ça l'idée, c'est que
on va, sur le plan neurobiologique, travailler sur la plasticité, toujours via la psychothérapie, mais travailler sur la plasticité neuronale pour que l'hyperréactivité sympathique et parasympathique, etc., soit la moindre possible au fur et à mesure du temps. Donc on sait qu'en exposant l'individu, même si c'est chronique, sur plusieurs mois, sur plusieurs années des fois, on sait que le système neurovégétatif va s'adapter, pourra être moins réactif à l'exposition à l'événement ou la situation qui est phobogène, comme on dit. Une dernière question, on n'en est pas revenu depuis. Alors c'est dans notre façon de fonctionner, enfin dans la façon de fonctionner qui nous a été préconisée pendant un certain temps, c'est la pédagogie par l'erreur. Par l'erreur, ok. Voilà, et tout à l'heure, parmi les facteurs de stress, oui, la pédagogie par l'erreur, c'est-à-dire que c'est à force d'erreur que tu finis par comprendre, voilà. Donc, puisque c'est source de stress, est-ce que ça finit par être intégré un petit peu au même titre qu'une phobie ou quelque chose comme ça? Oui. Alors, donc c'est pas anxiogène de pratiquer de la sorte? Non, c'est pas anxiogène, mais tout dépend. Toujours, c'est comment on introduit la chose. C'est-à-dire que il faut annoncer à sa classe, annoncer parce que souvent, quand on est enseignant, on aime avoir le contrôle et la science infuse sur toute la séquence de la journée. C'est-à-dire que se dire que je sais comment je commence, je sais comment je termine, important, mais je garde ce mystère-là pour qu'eux, ils n'anticipent pas, pour qu'ils ne se disent pas que lui, il veut décrocher à ce moment-là parce que ça n'intéresse pas. On veut garder cette forme de... Je pense que c'est important d'annoncer la couleur en disant, écoutez, on va travailler sur une séquence, rassurez-vous, il y a des petits pièges où il y a des endroits où vous serez en difficulté, vous n'allez peut-être pas y arriver, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Là, c'est... Des fois, alors souvent c'est ce que disaient les enseignants, c'est pas noté. C'est des choses comme ça que du coup ça... Et tout ça, c'est bon, je peux faire des erreurs alors. Bon. C'est des petites... Trouver la petite phrase pour qu'ils se disent pas, mais attends, mais est-ce que c'est noté ou est-ce qu'il ne faut pas faire d'erreurs? Se dire non, vous allez peut-être certainement faire des erreurs ou pas, mais rassurez-vous, c'est pour mieux apprendre généralement. C'est leur expliquer pourquoi on fait ça. Et parce que les élèves sont assez intelligents pour comprendre, des fois, ce à quoi on s'attend d'eux, voilà, se dire, voilà, on va faire par l'erreur, et c'est une façon d'apprendre. Peut-être que c'est difficile pour certains, mais rassurez-vous, ça va se passer. Et peut-être que je pense, en effet, ça dédramatise la notion de se tromper, c'est très très bien, et ça permettra aux élèves de se dire, on n'est pas là pour simplement être jugé, mais pour apprendre aussi. Et ça remet le fond même de pourquoi on fait de l'enseignement, quoi. C'est l'apprentissage au final et pas simplement la sanction. Donc, oui. Oui, les échecs à répétition qui sont vraiment une source. Après, ça n'empêche pas le contrôle. C'est important de savoir où on en est par rapport aux critères. C'est pour ça qu'il y a des évaluations, c'est pour ça qu'il y a des fameux contrôles, etc. Mais c'est important que l'étudiant se dise je suis là pour apprendre. On va certes faire par l'erreur. Et pourquoi pas mixer ces différents moments, hein, on ne va pas peut-être faire tout un programme de l'année en faisant que des exercices par l'erreur, ou peut-être faire peut-être une séance de temps en temps, ou sur des notions qu'on sait qui sont plus compliquées. Utiliser les outils, ces différents outils-là, à différents moments. Mais habituer l'étudiant et l'élève à ce genre de séquences, je trouve que ça aide vraiment à diminuer le stress et l'approche, en tout cas, de la notion d'évaluation. Peut-être pas, ça ne va pas résoudre le problème de l'expression orale pour certains ou de l'exposition aux interactions sociales, mais c'est un bon moyen de réduire ce stress lié à la performance. Alors moi, je vais simplement faire une remarque avant de clore. C'est que vous avez fait, on vous remercie infiniment d'avoir fait une mention spéciale sur notre métier. Je pense que ça aura été apprécié de beaucoup. Et on regrette simplement que finalement, cet outil-là, ça soit aujourd'hui que vous nous permettiez d'en prendre connaissance. Bien sûr. Et que ça ne soit pas du tout inscrit dans la formation des collègues du secondaire en particulier. Alors peut-être que c'est inscrit dans la formation des professeurs des écoles, mais pas du tout. Je ne pense pas. Pas du tout pour nous, ça c'est clair. Ouais. Oui. Voilà. Parce que je lui ai posé la question justement à mon épouse qui est enseignante en secondaire d'anglais, et elle m'a dit pas du tout, qu'il n'y a pas forcément, malheureusement, l'INSPE maintenant.
ce serait très important pour pouvoir comment adapter son environnement et l'environnement des élèves aussi. Ça, avec la bouteille, vous l'avez, vous arrivez avec l'expérience à trouver les bonnes combinaisons, de pouvoir adapter les choses avec le recul, voilà, l'attrait pour l'auto-formation, pour la formation continue. Mais malheureusement, ça devrait être obligatoire pour éviter que malheureusement on ait des classes ou des enseignants qui sont malheureusement en difficulté dans cette gestion du stress. Et c'est des mesures qui sont très bêtes en fait des fois, mais qui changent complètement votre vie en tant qu'enseignant aussi. Et votre longévité, ça permet de tenir un petit peu plus longtemps en tant qu'enseignant par la suite, d'avoir des classes un petit peu moins stressées. D'accord. Non, on ne peut que remercier le docteur Angenville de s'être prêté à l'exercice. Voilà, et un grand merci.